Les mystères et surtout les inégalités du destin choquent la raison. Mais la parcelle de divin qui habite notre conscience proclame hautement que l'infinie justice réserve à chacun au-delà de cette vie une égalité absolue de devenir. Mesdames, Messieurs, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue à cette dernière édition de Feu Vert de ce mois de janvier qui s'achève puisque nous sommes le dimanche 31 janvier de l'an de grâce 2021. Et bien sûr, c'est Feu Vert qui démarre. Et bien Feu Vert, c'est justement pour décrypter l'actualité africaine. Et mes invités justement commencent à arriver en compte-gouttes, mais nous savons pertinemment qu'ils vont arriver. Et le thème choisi pour ce 31 janvier de l'an de grâce 2021, crise au Sahel, Macron convoque un mini-sommet à N'Djamena. Que faut-il en attendre? C'est notre grande interrogation. Je vais me tourner déjà vers ma gauche pour saluer le docteur Jean-Paul Mbelek qui nous a rejoint cet après-midi. Docteur Jean-Paul Mbelek, bon après-midi et bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour aux auditeurs de DBS Feu Vert. Voilà. Et bonjour à mes copanélistes, et puis à l'équipe technique, merci pour leur service. Donc effectivement le thème est alléchant et on va essayer d'apporter à notre niveau un peu d'éclairage sur ce sujet-là. Merci en tout cas d'être là cet après-midi quand on sait pertinemment que vous êtes souvent très occupé. Très heureux de vous avoir. Albert Anatoly ici, bonjour, ou alors bon après-midi, bienvenue à vous. Bon après-midi, Steve Joselangos, je salue Dr Mbelek, je salue, n'est-ce pas, mes co-consultants qui sont au maquillage, dans la cabine de maquillage. Et je salue, n'est-ce pas, toute l'équipe technique, justement, qui, n'est-ce pas, ne pourront pas être visibles, n'est-ce pas, par les téléspectateurs. Je salue le Cameroun, je salue l'Afrique, je salue le monde, particulièrement, n'est-ce pas, toutes celles et tous ceux-là qui, dans les diverses plateformes, nous encouragent dans, n'est-ce pas, la perspective, n'est-ce pas, de la libération de notre continent, mais surtout dans l'éveil de conscience. Messieurs, merci d'être là cet après-midi en attendant justement que les deux autres invités arrivent, eux qui sont actuellement en train d'arriver. On espère justement également avoir au téléphone cet après-midi Noël Blay, c'est un Ivoirien, un panafricaniste dans l'âme, qui sera également avec nos téléphones directement de Paris en France. Il est en train de nous regarder, donc on sera avec lui tout au long de cette édition de Feu Vert. J'ai bien dit la dernière édition de janvier 2021. Niger présidentiel, second tour, et bien, on en parlera peut-être demain également. Et pour aujourd'hui, le thème choisi pour ce dimanche, eh bien, crise au Sahel, Macron convoque un mini-sommet à N'Djamena. Que faut-il en attendre? C'est notre grande interrogation de ce dimanche. Messieurs, Emmanuel Macron a conditionné depuis le maintien de l'opération Barkhane à un soutien plus explicite des pays du G5 Sahel, Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad, sur la présence militaire de la France dans la région où les forces françaises sont parfois dénoncées comme une armée d'occupation. Depuis 7 ans, 44 militaires français. Aujourd'hui, on parle de 55 au total, il faut le dire comme ça, qui sont morts, il faut le dire, au Sahel. On va également pas oublier de le dire. En fait, d'invitation, cela ressemble surtout à une convocation. Voilà pourquoi nous parlons justement d'une convocation. Il déclare, et je cite, « J'attends qu'ils clarifient et surtout formalisent leurs demandes à l'égard de la France et de la communauté internationale. Je veux des réponses claires et assumées et j'ai besoin qu'ils affirment politiquement devant leurs opinions publiques », a martelé le président français Emmanuel Macron. Ce ton combinatoire dans la bouche du représentant de l'ancienne puissance coloniale ne va pas sans doute apaiser les choses parmi des populations où le sentiment anti-français s'exacerbe déjà. Eh bien, la force Barkhane compte actuellement 5100 soldats, dont 600 ont été envoyés en renfort il y a plus d'un an aujourd'hui, après le sommet de Pau réunissant justement le président français et ses alliés du G5 Sahel. Là aussi, il faut toujours le préciser. Le chef de l'État français a salué l'engagement des armées sur plusieurs théâtres d'opération à l'international et a rendu hommage d'ailleurs aux soldats français morts au combat. 55 soldats ont été tués au Sahel depuis 2013 dans les opérations Serval, puis Barkhane. Il a aussi espéré que l'arrivée du président américain Joe Biden marquera un réengagement des États-Unis au Moyen-Orient et des décisions structurantes avec une prise de conscience de la nature de la lutte contre le terrorisme, notamment en Syrie et en Irak. La France craint aujourd'hui une possible résurgence du groupe État islamique, il faut le dire, en Irak et surtout
en Syrie. Messieurs, nous allons avoir au téléphone dans un instant, il est déjà même en ligne, Noël Blais, et bien sûr qui va justement intervenir au cours de cette édition. Allô Noël Blais, bon après-midi et bienvenue à vous. Allô, au téléphone. On a toujours quelques petits problèmes à avoir. Noël Blais au téléphone, hein, il faut le dire, ce matin. En ligne, Noël Blais, et bien sûr, qui va justement intervenir au cours de cette... Quelques petits problèmes, on espère justement l'avoir dans un instant, messieurs. Revenons en tout cas sur ce plateau ce matin, on parle de la crise au Sahel. Macron convoque aujourd'hui un mini-sommet à N'Djamena. Que faut-il en attendre, messieurs? Je vais vous passer justement la parole. Que peut-on justement attendre de ce sommet de N'Djamena prévu justement dans les jours à venir? Docteur Jean-Paul Mbelek. Oui, Steve. Alors, si tu permets, d'abord, je salue la qualification de Lyon Indomptable pour la demi-finale du Tchad. Oui. Et aussi, j'aimerais transmettre mes remerciements les plus chaleureux à ce téléspectateur de DBS qui, par solidarité et pour nous encourager à prochainer nos initiatives, il est en Allemagne, c'était un étudiant, je ne sais pas, il a envoyé un mandat de 90 €. Franchement, je trouve que c'est louable. Ah d'accord, ok. Si d'autres peuvent faire la même chose, qui ne se gênent pas. Bon, je le remercie, il se reconnaîtra. Et sinon, les cours de mathématiques dans la vie, comprends bien, ont commencé hier, online, et ça s'est très bien passé. Voilà, j'ai eu un élève, si d'autres peuvent s'inscrire et respecter leurs engagements, ça sera d'autant mieux. Donc, ceci étant dit, honnêtement, moi, je pense que Macron n'arrête pas de faire des invectives. Hein. Il vient en France, il le fait quand c'était à Pau. Maintenant, il veut venir en Afrique, au Tchad. Précisément N'Djamena, oui, sur le sol africain. Voilà, sur l'africain, c'est encore son territoire. Il fait toutes les invectives. En fait, il a besoin d'engagement pour montrer aux autres, aux Occidentaux et à l'opinion internationale, dont l'ONU, que les Africains sont d'accord avec la politique coloniale française. Qui sera d'ailleurs, par exemple, au niveau du de l'ECO, après le CFA ECO pour l'Afrique de l'Ouest en tout cas, qui sera d'ailleurs validé par le Parlement et le Sénat français. Voilà. Donc la politique coloniale, il ne veut pas comprendre que nous, on n'en veut pas. Que ce soit pas les vaccins, que ce soit du côté militaire ou autre, on n'en veut plus. Donc moi, personnellement, hein, je veux tout de go là, je souhaite que Idriss Déby dise à Macron qu'il enlève ses militaires, qu'il repartent avec. C'est-à-dire que fin de la mission militaire française au Tchad. J'entends qu'on lui signifie que le G5, c'est pas son initiative. À la base, c'est Idriss Déby et ses collègues. Et que ils n'ont jamais financé cela. Et ils ont tout, au contraire, fait tout pour saboter. Et que nous sommes solidaires partout en Afrique. Donc on ne peut pas fermer les yeux sur ce qui se passe en Centrafrique, faire comme si on ne savait pas. Et ils viennent recréer une nouvelle situation au Sahel, comme si c'était déconnecté. Alors que c'est toujours les mêmes Français qui agissent, avec toujours leurs bases militaires, toujours leurs militaires, toujours leurs crimes, y compris les viols d'enfants. Donc, il faut qu'ils comprennent que nous, on ne veut plus la collaboration française, pas seulement monétaire, même militaire. Je signale que l'armée française, c'est 200 000 soldats en armes, parce que c'est devenu une armée de métier, et que c'est autant que le Nigeria. Et je signale que le Cameroun, c'est quand même 65 000 soldats, et que l'armée camerounaise est une des plus fortes en Afrique. Même si les classements mondiaux mettent l'armée camerounaise après le Mali, vous vous rendez compte, après le Niger, après le Mali. C'est du n'importe quoi, quand on connaît ce que subissent les Maliens, alors que le Cameroun s'en sort avec Boko Haram, et y compris le conflit au Nozo, y compris ce qu'on veut nous imposer à l'est du continent. Tout ça, je vais vous dire pourquoi j'ai fait de lecture. Parce que ceux qui font le classement sont les Occidentaux. Je pense qu'ils regardent selon qu'on achète des armes chez eux. Donc ça trahit le fait que le Cameroun ne se ravitaille pas spécialement chez eux. Je crois que, parce qu'il y a des coefficients selon les types d'armes qu'on a. Donc je pense que les coefficients les plus pondérés, c'est quand on prend les armes chez eux, quand on collabore militairement avec les forces occidentales, et ce n'est pas le cas du Cameroun. Donc ça trahit cela. Puisque nous savons bien que sur le terrain, l'armée camerounaise est plus forte que l'armée du Mali ou du Niger. Voilà. Donc moi j'attends qu'on signifie clairement et nettement à Macron qu'on ne voulons plus de leur collaboration. On n'est pas, ils sont rien pour nous. On n'est pas leurs petits, on n'est pas leurs esclaves, on n'est pas de leur descendance, on n'est pas obséquieux pour leur demander toujours leur, on ne veut plus d'eux. Et il a du mal à comprendre. Et tout le monde doit, au contraire, ce que l'humanité doit comprendre, c'est que c'est des profiteurs. Et justement, on a aujourd'hui l'impression que Emmanuel Macron, dès qu'il éternue sur le continent africain, tout le monde se grippe. Si les gouvernants se grippent, nous, le peuple, on n'en veut plus. Alors, on a vu au Mali, on leur dit de partir.
à travers les militaires maliens, enfin quelques militaires maliens qui contrôlent, puisque normalement la Russie était censée être présente au Mali. Oui. Mais ça, il faut croire que c'est la partie pro-française qui l'emporte, pour l'instant, du côté des militaires. Ce sont ces militaires qui ont interdit la marche, mais le peuple leur a signifié clairement, nettement, qu'ils doivent dégager. Donc ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, ça ne changera pas l'issue de l'affaire, ils dégagent. Et s'ils ne font pas attention, les Africains, nous on va porter la guerre en France. Il faut qu'ils comprennent ça. Parce que pour l'instant, la guerre c'est sur notre territoire, les morts c'est chez nous. Et ils n'ont que 55 morts, si je ne me trompe pas, au niveau de l'armée française. Donc s'ils continuent à faire ainsi, nous allons porter la guerre aussi chez eux. Nous avons une diaspora là-bas, hein, qu'ils n'oublient pas. Voilà. Donc, clairement et nettement, il faut que tous ces chefs d'État, et nous sommes là pour les observer, signifient à Macron qu'il n'est pas un Africain, il n'est pas noir, il est blanc, ça se voit, il n'est pas africain, c'est un Européen, et c'est un ancien représentant des forces coloniales dont on ne veut plus. L'esclavage, la colonisation, pour nous, c'est fini. Il repart avec ses bagages. Si on doit s'entendre avec les peuples français, c'est pas avec ce genre de représentants. Le peuple français a aussi intérêt à voter de bons représentants. Merci beaucoup, hein, Dr Jean-Paul Mbelek d'être là cet après-midi. Albert Anatole, ici, on a justement l'impression aujourd'hui que le président français se croit à tout permis dès qu'il ordonne ou alors convoque, comme c'est le cas aujourd'hui, un mini-sommet en N'Djamena. Tout de suite, tout le monde se met au pas et tout le monde obéit. Oui, disons que commençons par présenter la situation. Dans des forces, n'est-ce pas, d'intervention ou de maintien de la paix, si vous voulez, ça dépend de quel bord on se trouve. Il faut donner une définition. Oui. Du côté du G5, du Sahel autant pour moi, vous avez environ 20 000 hommes qui sont mobilisés là-bas, oui, notamment qui représentent respectivement Takuba, MINUSMA, Barkhane et plus justement l'Union européenne et bien entendu les FACA. Non, les forces armées maliennes, voilà, les forces armées maliennes autant pour moi. Donc, les femmes, voilà, merci. Les forces armées maliennes, voilà. Donc, ça tourne autour de 20 000 hommes. Sans compter, n'est-ce pas, la contribution ou le soutien des États-Unis avec la logistique, notamment les drones. Sans compter également l'impressionnante logistique, n'est-ce pas, de la MINUSMA et de Barkhane. Ça veut donc dire qu'aujourd'hui, ça fait beaucoup d'engagements, beaucoup d'éléments qui sont engagés, mais pour un résultat, pour quel résultat? Un résultat nul, pour ne pas dire mitigé. Ceci étant, l'annonce de M. Macron relativement au mini-sommet qui se tient incessamment du côté de N'Djamena intervient dans un contexte où lui-même il vient de fermer les frontières françaises aux ressortissants des pays non européens. C'est une précision qui vaut le taille, qui vaut son présent d'autant pour moi, et donc j'expliquerai l'incohérence tout à l'heure. La seconde chose, cette affaire-là intervient également dans un contexte où M. Macron, en l'espace de moins de 2 semaines, a reçu d'abord de manière clandestine d'abord M. Idriss Déby à l'Élysée et de manière relativement officielle M. Mbandao, le président du Conseil de transition du côté du Mali. Oui. C'était la semaine dernière. Cette affaire-là intervient également dans un contexte où les Maliens, je parle de l'opinion publique malienne, a demandé le départ des forces de l'opération Barkhane du Mali. Mais sauf que, dans ce contexte, il y a eu, souvenez-vous, c'est une parenthèse, lors de son interview du 20 novembre dernier à Jeune Afrique, M. Macron prétendait que les médias africains, enfin c'était les médias africains, pour ne pas dire des journalistes africains, sont stipendiés, c'est-à-dire en français simple, sont corrompus par la Turquie et la Russie. Il faut bien préciser qu'ils reçoivent de l'argent. Dans l'optique justement d'entretenir ce sentiment anti-français. Mais je voudrais quand même rappeler et indiquer à la conscience collective africaine que la marche contre... Pour le départ, la marche des Maliens pour le départ des forces Barkhane au Mali a été bloquée du fait de la corruption par la France de certains dirigeants, de certains leaders politiques maliens et de certains membres, de certains leaders de la société politique, de la société civile malienne. Ça également, il faut l'indiquer, afin que tout le monde comprenne que pendant que Macron dénonce la Russie et la Turquie de stipendier les médias africains, en accusant certains dirigeants africains, ces laboratoires, ces officines font exactement la même chose.
Maintenant, parlons justement du cas du Mali où le président, enfin le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, est allé d'ailleurs il y a quelques semaines, il faut le dire comme ça, du côté du Mali, où il a partagé de grosses mallettes, hein, Albert Anatolaïs. C'est ce que je viens de dire. Que pendant que Paris accuse, sans avoir certainement les preuves, oui, n'est-ce pas, de la corruption des médias africains, j'allais dire des journalistes africains, par la Turquie et la Russie, justement, Paris est en train de corrompre, n'est-ce pas, les consciences du côté du Mali, du côté du Mali, oui, et également du côté de la Centrafrique qui est plus proche. Il ne faut pas oublier l'autre là. Maintenant, quand j'ai dit ça, je voudrais dire indiquer également que cette affaire, j'allais dire, ce ministre sommet prévu en N'Djamena intervient après également l'arrivée au Tchad, je parle du 31 décembre dernier, oui, de trois mousquetaires que vous connaissez. Le 31 décembre dernier à Mdjaras, le village maternel du maréchal Idriss Déby. Alors, ce qui veut dire quoi? Parce que là, nous entrons en géopolitique pour indiquer que c'est quand même paradoxal, c'est-à-dire que au Mali, de manière claire, je veux dire, du côté du Sahel, de manière claire, une certaine opinion a demandé à la France, je parle de l'occupation des forces Barkhane, de plier bagages. Je ne suis pas certain que Paris a demandé à ses troupes de plier bagages. Bien au contraire, Florent Parly, qui est la ministre de la Défense du gouvernement français, a plutôt indiqué qu'il y aura une réduction des effectifs des militaires de ce côté-là et non leur départ. Ce qui constitue, de mon point de vue, une contre-solution par rapport à celle exigée par l'opinion publique malienne. Quatrième chose qu'il faut indiquer, finalement, que font les troupes françaises dans les zones, n'est-ce pas, de conflit, notamment au Mali, en Centrafrique, au Niger, au Burkina Faso, entre autres, en tout cas dans la zone des trois frontières. Parce qu'aujourd'hui, il est clair que les forces françaises sont considérées comme étant des forces d'occupation, en ce sens que Macron n'a pas reçu un mandat politique pour justement déployer ses forces dans ces zones-là. Ça pose donc un problème de légitimité. Deuxième chose, est-ce que les militaires français savent pourquoi ils sont là-bas? Si oui, c'est certainement pour entretenir l'industrie militaro industrielle. C'est ça qu'il s'agit également. Eh bien, pour revenir à votre question, comme Macron a justement décrété la fermeture des frontières françaises, oui, aux ressortissants non européens, j'ose croire que comme nous avons l'habitude de prendre et le lexique et le vocabulaire et les attitudes de Paris, les États africains, en tout cas de la zone francophone, vont également, j'allais dire, appliquer la réciprocité. Mais je ne crois pas, c'est avec peu de conviction que je le dis. Nous sommes là, la question que vous me posez, Steve Rose, me renvoie aux avatars de la France-Afrique. Parce qu'il y en a qui ont prétendu que la France-Afrique c'est terminé, mais malheureusement, nous avons encore là les vestiges de la France-Afrique, où monsieur, n'importe quel dirigeant français pense qu'il a encore le droit, il a le privilège, la légitimité de donner des ordres, et encore que ça peut se justifier puisque lorsqu'il les convoque à Paris, il court à plat ventre. Personne ne pense qu'il ne doit pas se présenter, ne doit pas se présenter là-bas, ne doit pas y aller, parce qu'ils le font. Donc je crois que ce qui se passe, moi je voudrais qu'on observe, qu'on analyse l'histoire qui va se passer en N'Djamena dans quelques semaines sous un autre prisme, parce que ça se passe au niveau du golfe de Guinée, et pas très éloigné du Cameroun, qui, il faut le dire, est une cible. Est une cible, justement. Patient Pavendo, bonjour, bienvenue à vous également. Merci Steve, merci à mes amis de ce panel, le docteur Mbelek, mes salutations, triple A, bon dimanche à nos nombreux téléspectateurs, un dimanche particulier à des gens qui font des boulots qui à un certain temps étaient considérés comme des boulots repugnant. Oui. Mais il faut être dans des situations comme celle que nous tous nous connaissons, mais qui m'est arrivée ce matin, pour pouvoir comprendre qu'ils sont aussi très importants dans l'organisation de la vie en société. Je parle de ces gens qui s'occupent de nos corps dans les morgues. Donc je profite comme ça pour leur dire merci pour le boulot qu'ils font, parce que c'est pas évident de voir ces gars à l'œuvre, entretenir vos corps
les laver, les nettoyer, les habiller, et les mettre prendre soin d'ailleurs, hein, il faut le préciser, à eux nous allons justement rendre hommage, parce que à la fin de notre séjour sur la terre, c'est justement par eux que nous allons passer. Donc je viens de faire l'une de mes mamans, elle s'appelait Ngossak Julienne, elle est rentrée des États-Unis, elle cela pour assister aux obsèques de son fils, mais quelques mois après, elle aussi, elle est partie ce matin, et il y a un âge où il y a certaines responsabilités qui vous incombent. Donc forcément, je sors de la morgue pour essayer de la mettre là où il faut, en attendant qu'on organise les obsèques. Toutes nos condoléances, hein, surtout à vous, à toute votre famille, à la famille, si durement éprouvée par la perte d'un être cher. Bientôt, nous allons reprendre la route de Babimbi, passant Pangambé, la côte de Nkan et Saint pour arriver chez Mabourbeya. Bon, un autre calvaire m'attend. Bon, il y a quand même que de bonnes nouvelles viennent de ce côté-là qui nous disent clairement qu'actuellement on est en train de mettre tout en œuvre justement que bien sûr on est reprofilage ou bien vraiment reprofilage justement. C'est un reprofilage. Voilà, c'est un reprofilage. On vous comprend parfaitement, hein. Chacun il prêche pour sa chapelle. on espère tout simplement que on vous a suivi d'ailleurs cet après-midi. Le sujet qui nous intéresse cet après-midi, hein, patient parfum d'homme, crise au Sahel, Macron convoque Amélie Sommet à N'Djamena. Que faut-il en attendre? Et d'ailleurs, je vais vous poser la question, comment comprendre qu'un chef d'État français qui est en France et dont le continent c'est l'Europe peut convoquer des chefs d'État sur le continent africain et que ces derniers, sans dire rien du tout, sans mot dire, déclarent au fort qu'ils vont participer justement à ce mini-sommet qui va se dérouler justement à N'Djamena, la capitale tchadienne. Quand on sait également que Idriss Déby Itno, le maréchal, a été reçu en catimini, permettez-moi le terme, clandestinement, en secret, du côté de Paris. Je vais commencer par vous dire, Steve, le travail que vous faites ici, je vais parler comme un quartier au quartier. De toute façon, c'est la langue de Molière, c'est mots qui disent, c'est leur langue. Oui. Apparemment, comment on dit, ne vous négligez pas. Vous manquez de coups pas possibles. Il faut prendre ce que nous faisons au sérieux parce que ça a des conséquences incroyables. L'un des pouvoirs sur lequel aujourd'hui, parce que les autres pouvoirs les ont perdus, Anatole vient de vous l'expliquer, avec Corona, on voit que le roi est nu. Les démocraties sont nues. Oui, justement. Donc, ils appuient sur un bouton que sont les médias pour essayer de retourner les situations provisoirement encore à leur faveur. En fait, c'est pour étirer le plus longtemps possible, n'est-ce pas, la situation qui leur échappe. Nous avons fait un débat ici, le 27 août dernier, concernant le 80e anniversaire de la France libre, où nous avons dit à Mondiovision que cette France libre, là, de De Gaulle, elle est née grâce ici même à Douala au Cameroun, hein. Oui. Et au sang des Africains. Sans les Africains, sans leur sueur, sans leur sang, cette France libre n'aurait pas été possible. Et vous avez vu qu'est-ce qui s'est passé? Quelque temps après, la France a organisé un sommet à Brazzaville. Avec Jean-Yves Le Drian, il faut préciser par ailleurs. Un sommet sur le 60e anniversaire des indépendances africaines. Et où M. Le Drian s'est fendu d'une déclaration incroyable. En disant qu'il faudrait que la France et les États africains font un bloc pour protéger les intérêts des Africains. Les intérêts français ou bien les intérêts des Africains? Pose la question à M. Le Drian et à son mentor, M. Macron. Alors là, tout dernièrement, il y a une réunion de la CAC qui s'est tenue où? En Angola, à Luanda. Et qui a pris une décision ferme de soutenir le gouvernement du président Faustin Archange-Touadéra. Oui. Et qui a envoyé un ultimatum, n'est-ce pas, aux rebelles qui sont là en disant libérez le corridor Garba-Boulaye-Bangui et dégagez, reprenez vos positions d'antan pour donner la possibilité à M. Faustin Touadéra, n'est-ce pas, de jouir de la plénitude, n'est-ce pas, de sa victoire et de rebâtir une Centrafrique qui sera importante, n'est-ce pas, ou bien qui est importante pour tous les Africains. Oui. Et patatras, bam, on nous dit que la France va organiser un sommet à N'Djamena. Vous croyez que c'est fortuit? Quand vous poussez un bouchon, un pion, oui, n'est-ce pas, sur le chéquier, c'est de l'autre côté, il pousse un pion. C'est de ça qu'il s'agit. Donc il ne faut pas prendre ça à la légère, ce qui se passe. Le combat que vous menez, toutes les analyses que vous faites ici, toutes les démonstrations pour continuer de mettre à nu cette France impie, la France prend tout cela au sérieux et de l'autre côté, elle réagit. Parce qu'elle suffoque. Elle suffoque progressivement, nous retournons la situation. C'est nous qui risquons de mettre notre genou sur le cou de la France bientôt. Donc elle réagit. Mais quand elle réagit,
C'est à ce moment qu'il faut qu'on soit très prudent. Qu'on soit très prudent en dosant nos analyses, d'une part, en mettant en garde nos dirigeants, parce qu'il faut les mettre face à leurs responsabilités par rapport à cette nouvelle, comment dire ça, ce nouveau jeu de la France qui tente de prendre à son avantage. Un simulacre. Mais deuxièmement aussi, de dire à la France que contrairement à ce qu'elle pense, les années 50 sont terminées, les années 60 c'est terminé, Focard c'est fini. La jeunesse africaine d'aujourd'hui n'acceptera plus jamais les situations ubuesques comme celles que nous avons vécues dans les années 60. Donc la France essaie de réagir. C'est comme un boxeur qui est sur le ring, il essaie de groggy, mais il est quand même sur le ring encore. Si vous baissez un peu la garde, il peut vous assommer. Il peut vous assommer et vous atteindre. Le dernier jab de gauche qui peut vous assommer, peut vous envoyer au tapis. Donc aux Africains de continuer de monter en puissance dans la défense de leur continent, dans la défense de leurs intérêts, de mobiliser toutes les couches. Ce qui s'est passé au Mali, je vous ai dit, nous avons perdu une bataille, mais on n'a pas perdu la guerre. Il faut que le peuple malien et d'autres peuples reprennent, n'est-ce pas, à leur compte, ces exigences. On ne veut plus de bases françaises chez nous, nous ne voulons plus de francs CFA, les accords de coopération c'est fini, mettons la pression qu'il faut sur nos dirigeants pour qu'ils aient un peu de couilles, excusez-moi le terme, pour qu'ils acceptent qu'ils arrêtent ce labinisme, que voudrait que chaque fois que Paris claque des doigts, on voit les gens courir. Tout de suite on réagit. Comme je ne comprends pas. Des domestiques, disons-le. Voilà, des chiens de cour. C'est quelqu'un qui, je crois que c'est là dernièrement, qui disait qu'il faut qu'il y ait beaucoup plus d'esclaves de champ, plus que d'esclaves de maison. Moi je vais même loin, je dis que nous ne voulons plus du tout être esclaves. Nous ne voulons plus du tout être esclaves. Il faut dire à monsieur Macron, à ses amis, Le Drian et tout, que la jeunesse africaine d'aujourd'hui ne sera plus la jeunesse des années 50, des années 60, qui voyait le blanc comme un mythe. Non, nous avons démystifié sur le plan psychologique et moral ce que c'est le blanc. Les Africains sont là, ils se battent pour se prendre en charge eux-mêmes. Et vous l'avez vu. Oui. Vous le voyez tous les jours dans les rues. Moi, j'ai vu par exemple le Cameroun avait le Chan. On peut dire ce qu'on peut dire, mais c'est une réalité. Première fois d'ailleurs dans l'histoire qu'un championnat africain des nations est aussi animé. Si les Africains sont un tout petit peu sérieux, on peut faire des avancées qualitatives incroyables. Donc tout dépend de nous. Tout dépend de nous. Et nous disons à nos chefs d'État, n'ayez plus peur. Vous aurez le soutien de votre jeunesse et de vos peuples derrière vous, à condition que vous preniez l'orientation qui va dans le sens de leurs espérances, c'est-à-dire d'avoir en Afrique des peuples debout, fiers d'eux, dignes, qui ne rejettent personne, mais qui n'accepteront plus jamais d'être l'esclave de qui que ce soit. Merci beaucoup, Patient Parfum d'Homme d'être là cet après-midi. Paul est là, bon après-midi, bienvenue également à vous. Bonjour, bonjour à tous mes panélistes, mes co-panélistes, et bonjour à tous ceux qui nous regardent. Bon dimanche. Désolé pour les retards, les contraintes, on ne les prévoit pas toujours, et je suis content de me retrouver avec vous ce dimanche pour apprendre davantage et partager le peu qu'on peut partager pour éveiller les consciences. Messieurs, on a également au téléphone Noël Blay du côté de Paris précisément. C'est un panafricaniste, il fait également partie de ce groupe de personnes qui m'ont fait signe depuis quelques jours déjà du côté de la France. Ils sont d'ailleurs très nombreux, c'est un Ivoirien. Il est au téléphone, on espère au cours de cette édition l'avoir. On tente d'ailleurs de l'avoir tout au long de cette... Là, je pense que ça sonne. On peut l'avoir d'ailleurs cet après-midi parce qu'il nous a promis. Noël Blay, bon après-midi, bienvenue à vous. Allô? Allô, bon après-midi. Allô? Oui, allô, vous êtes à l'antenne. On vous suit. Vous nous suivez? Noël Blay. De personnes qui m'ont fait signe depuis quelques jours déjà. Noël Blay, vous êtes avec nous cet après-midi? Allô? Oui, allô, bonjour. Oh, ça passe pas, hein? Ça passe toujours pas. On espère vous avoir dans un instant. Je vais me tourner d'abord vers Paul. Et là, Paul est là, le sujet qui nous intéresse. Et d'ailleurs, que sûrement vous avez décortiqué au cours de la nuit dernière. Crise au Sahel. Macron convoque un mini-sommet à N'Djamena. Que faut-il en attendre? C'est la grande interrogation. Peut-on attendre quelque chose de bon venant justement de ce sommet de N'Djamena quand on sait aujourd'hui que la France a fermé ses frontières au nom européen, mais veut quand même prendre, on parle bien sûr du président Macron, Emmanuel Macron, qui prend quand même l'initiative de quitter son territoire qu'il a fermé au non européen, parce que quand on parle de non européen, ça signifie forcément les Africains. Vous venez faire un sommet sur le continent. Il n'y a rien à attendre, il n'y a rien à attendre de ce sommet. Il suffit de regarder les événements
depuis quelque temps. On a eu des convocations avant celle-ci, ce qui est assez dommage, ce qui est regrettable qu'un tout petit pays comme la France, petit dans tous les sens du terme, parce qu'en réalité la France n'est la France grande qu'elle s'imagine qu'à travers le miroir déformant et grossissant dans lequel elle se mire. Parce qu'en réalité, c'est quoi la France? C'est quoi la France quand vous regardez les pays du Sahel, du G5 Sahel, quand vous regardez en termes de population, quand vous regardez en termes de richesse du sol, du sous-sol, de population, aussi bien en quantité qu'en qualité, c'est quoi la France? C'est quoi la France quand vous regardez l'économie française et ses prétendus fleurons qui en réalité ne tirent leur ressources et leur gloire que du pillage systématique des pays africains? Vous voulez que je vous parle de Total? Vous voulez que je vous parle d'Areva Urano? Vous voulez que je vous parle de qui d'autre? Donc la France en réalité c'est un nain qui a des fantasmes de grandeur et qui continue de rester dans ses illusions qui font qu'elle se considère toujours comme étant sur son marchepied quand elle arrive en Afrique. Et il est temps, heureusement qu'il y a des signaux, mais il est temps que les Africains, en commençant par la tête de leurs États, comprennent qu'il faut mettre fin à ce jeu ridicule-là, qui veut qu'un Macron, parce qu'il est président d'un pays qui s'appelle la France, convoque des chefs d'État, parce qu'avant le prochain sommet du G5 Sahel qui est prévu, je crois, à la mi-février, il a bien convoqué une série de présidents africains du G5 Sahel, justement, de Mohamed Issoufou du Niger au président du Conseil national de transition, le colonel Do, en passant par le maréchal Idriss Déby. Bon, ce n'était pas totalement officieux parce que la présidence du Tchad avait quand même fait un communiqué en disant que le président Idriss Déby allait se rendre en France pour une visite privée, par contre. Allez savoir pourquoi elle est privée. Et donc, en réalité, tout cela s'inscrit, ce n'est pas de bon augure. Je veux dire, ce sommet-là, il suffit, comme je le disais tantôt, de regarder tous les événements qui précèdent pour comprendre qu'en réalité, que ce n'est pas de bon augure. Quand vous vous rendez compte que la crise au Mali, qui, on peut le penser de façon raisonnable, va constituer l'un des éléments essentiels de cette rencontre des chefs d'État, vous comprenez que, vous vous souvenez que le 20 janvier passé, il était prévu une très grande marche, des grandes manifestations de la part des populations maliennes qui voulaient mettre fin à cette occupation et cette ingérence militaire qu'est la prétendue farce Barkhane, et ce n'est pas un lapsus. Vous comprenez qu'il y a quelque chose qui est en train de se tramer, puisque c'est le même colonel Do, président du Conseil national de la transition, qui est arrivé au pouvoir par les manifestations de ces populations le 10 janvier 2019, qui ont fait partir justement le président Ibrahim Boubacar Keïta, et qui, en arrivant au pouvoir, a montré des velléités de soutien indéfectible au peuple et à sa lutte contre l'occupation française, mais qui aujourd'hui est dans un retournement de veste manifeste qui est totalement regrettable, puisqu'il a interdit cette marche-là, la marche du 20 janvier, qui a été présentée comme une grande marche de libération, une grande manifestation de libération. Il l'a interdit en disant quoi? Mais en disant que il fallait que les Maliens se rendent compte que la farce Barkhane était salutaire pour le Mali et qu'il ne s'agissait pas d'une occupation. Vous voyez que le discours a totalement changé, alors que c'était pas les dispositions. Il ne faut pas également oublier que quelques semaines auparavant, Jean-Yves Le Drian a fait un tour justement du côté de Bamako, et où on nous fait comprendre d'ailleurs avec plusieurs de nos intervenants que là-bas il a partagé plusieurs mallettes remplies justement d'euros. Alors là, vous me donnez une information qui va en droite ligne de ce que je disais tantôt. C'est-à-dire qu'il y a une machination qui est vraiment honteuse. Bon, la France n'a plus honte de rien. Elle n'a jamais eu honte de rien, d'ailleurs. Quand cette France-là, cette grande France de De Gaulle, que Churchill considéré comme le petit chiot qu'il a élevé depuis sa naissance, mais qui n'a jamais été totalement propre, c'est pas moi qui le dis, donc ne me faites pas un procès, allez chercher De Gaulle du fond de sa tombe, mais voilà l'idée que celui qui est présenté comme l'emblème de la France et le héros de la France, en fait, était considéré par
ses pairs, si on peut considérer que c'était ses pairs, du temps dans les années 40, à la période de la Seconde Guerre mondiale. Et rappelez-vous que c'est Roosevelt, le président Roosevelt, qui disait de Gaulle que c'était un dictateur et qui faisait tout auprès de Churchill pour se débarrasser de Gaulle. Voilà la grande France qui, en réalité, a un grand général, surtout par la taille, qui n'a depuis le temps que fait la gloire de la France en pillant et en spoliant les pays africains. Rappelez-vous de ce qui est arrivé à la Guinée de Sékou Touré, au Togo de Sylvanus Olympio, ainsi de suite. Donc, ce que j'essaye de démontrer ici, c'est que, en réalité, la France qu'on regarde aujourd'hui, la toute petite France, qui est dans ses fantasmes de grandeur, c'est un esprit qui règne depuis au moins le début du XXe siècle et qui a mis en place la fameuse France-Afrique, dont les affres continuent de faire beaucoup de mal aux pays africains. Et il est grand temps que, c'est pour ça que nous sommes ici quasiment tous les jours et que nous essayons de sensibiliser non seulement les populations pour créer une masse critique de conscientisation qui permette que l'influence puisse monter vers le haut, et je pense que ça marche, même si ce n'est pas au rythme qu'on souhaite. Mais voilà la France qui aujourd'hui veut continuer de garder son hégémonie, son impérialisme en Afrique, et vous avez un Macron qui convoque des présidents et qui décide de la tenue d'un sommet en N'Djamena, et de façon assez étonnante, ça se passe dans le sens de ces desiderata, et j'ose croire que ce n'est plus pour longtemps, parce que ce n'est pas moi qui vous l'apprends. La France aujourd'hui est à bout de souffle, économiquement, politiquement, socialement, culturellement. Quand vous avez un pays qui, par le même Sénat qui vient de voter la loi sur la prétendue réforme du franc CFA en éco, c'est le même Sénat, ce qui manifeste donc clairement l'élan permanent et perpétué d'hégémonisme en Afrique. Et vous avez lequel même Sénat, je parle là de la morale, parce que vous savez que toute civilisation, toute société, la chute de toute société, de toute civilisation commence toujours par le déclin moral. Vous avez dernièrement le Sénat, on en a parlé ici, français, qui a voté la loi sur le consentement sexuel à 13 ans. Mais si ça, c'est pas des abominations, je ne sais pas comment il faut appeler ça. La France est mal dans tous les secteurs, la France est mal dans tous les domaines, et ne me parlez pas d'économie. La France aujourd'hui, endettement structurel de plus de 115% de son PIB. Si la France n'était pas aussi malicieuse qu'elle l'est, et avec la complicité souvent de ses amis européens, aujourd'hui la France serait pire que la situation de la Grèce d'il y a quelques années. On ne parlerait pas de la France aujourd'hui. Et je termine en disant que cette prétendue grande France, qui continue de rêver, d'avoir des illusions et des fantasmes de grandeur, n'a son rang, ne tient son rang de puissance que par ces anciennes colonies en Afrique, notamment les 15 pays, les 14 pays de la zone CFA, et y compris... Ce ne sont pas tous les États qui étaient justement sous colonie française, hein, il faut toujours savoir le préciser, parce que le Cameroun n'est pas... Oui, non, la notion de colonie, oui, il y a les mots, et il y a les mots, il y a le texte, et il y a l'esprit. Dans l'esprit, c'était toutes des colonies françaises, dans l'esprit. Parce que quand on vous dit sous tutelle, on vous dit sous mandat, en réalité, vous êtes colonisé. On parle français, c'est parce qu'on a été colonisé. On a hérité d'une certaine culture. Donc la colonisation, c'est au-delà des mots, c'est une traduction d'une aliénation. On vous a compris. Donc, je termine en disant que même la place du Conseil de sécurité en France, la place du Conseil de sécurité de la France à l'ONU, en tant que membre permanent, c'est grâce à qui? C'est grâce à ces 14-15 pays africains qui font de la France, qui font de la voix de la France une voix qui porte. Merci beaucoup, Apollela. Docteur Jean-Paul Mbele, comment comprendre? Est-ce que les chefs d'État du Burkina Faso, du Mali, du Niger, de la Mauritanie, du Tchad sont obligés justement de se présenter à la convocation de Macron? Non, ils ne sont pas obligés. Mais ils y seront pour certains. On peut donner les noms d'office. Ouais, parce que là, on a le président du Burkina Faso, du Mali, du Niger, d'ailleurs, sur ce plateau, on l'a déjà dit, celui qui est justement le président du conseil de transition du côté du Mali a été reçu, Idriss Déby Itno a été également reçu, ça il faut le dire également. Bon, les autres, qu'est-ce qui peut bien les pousser à se présenter à cette convocation? Idriss Déby déjà sera sur place. Puisqu'il est chez lui. Très bien. Le Malien sera là aussi, puisqu'il a déjà vu Macron. Oui. Le Nigérien sera là aussi. Le Mauritanien fera l'effort de venir.
Et dans les G7 Sahel, il manque peut-être encore le Burkina qui sera là aussi. Hein. Il a été réélu, mais bon, on sait que c'est encore le système France-africain, Compaoré, qui reprend le poil de la bête là. Mais ce n'est rien, Steve. C'est rien, ils peuvent même faire ça, ça ne va pas changer les choses. C'est ça. Alors qu'on se comprenne bien, puisque Paul est là, a fait tout un rappel par rapport à De Gaulle, pour bien situer la position de la France vis-à-vis de ceux soi-disant. Tant que les Français, déjà, je parle plus de l'État français, je parle du peuple français, ou de la population française. Tant qu'ils prendront De Gaulle, puisque même quand on n'est pas gaulliste, il y en a qui pensent que De Gaulle est un héros, comme un héros, eh bien ces gens-là seront dupés par leurs propres dirigeants. Absolument. Et ils vont boire cette duperie jusqu'à la lie. J'explique. De Gaulle n'a jamais été général. Donc commençons déjà. La preuve, c'est que son titre de général n'est pas clair. Il est général de brigade, de division ou de corps d'armée. Il n'y a rien de tout ça. De Gaulle a été, écoutez, pendant la Première Guerre mondiale, au sorti de la Première Guerre mondiale, il était promu général de brigade, étant d'abord colonel. Comme il a rendu les armes sans combattre face aux Allemands, Première Guerre mondiale, sa promotion n'a pas eu lieu. Donc il est resté colonel. Et cette promotion même venait de Pétain. C'est aussi une des raisons pour laquelle lui aussi son tour va grâce à Pétain. Parce que son fils aîné s'appelle Philippe, comme Philippe Pétain. Parce que Pétain était le parrain de son fils. Donc, lorsque la Deuxième Guerre mondiale arrive, De Gaulle n'est plus militaire au champ de bataille. De Gaulle est au niveau de l'état-major. Et vous connaissez sa nouvelle trahison. Ce que Churchill en disait, c'est parce que De Gaulle était un agent des services secrets anglais. Alors moi j'attends comme... J'ai jamais vu la contradiction de ce que je dis là. Et je sais qu'il y a beaucoup de Français qui le savent aussi. Voilà. Donc De Gaulle n'est pas un général. Déjà voilà une usurpation. On prétend que quelqu'un est un héros alors que ce n'en est même pas un. C'est un couard. La preuve, quand les Américains en ont marre de lui, on lui crée mai 68. Et qu'est-ce qu'il fait De Gaulle? Il fuit, une fois de plus. Il va à Baden-Baden. Et c'est le général Massoud à Baden-Baden, en Allemagne, qui lui dit non, moi je ne peux pas déserter comme ça, il faut retourner. Et il retourne. Okay. Par contre, ce qui est vrai, c'est que De Gaulle a toujours eu, ce que Ella a dit tout à l'heure, cette prétention-là. C'est-à-dire qu'il ne représente rien, mais il veut montrer qu'il est quelque chose. Et effectivement, dans sa fausse fierté-là, il demande un référendum, on le désavoue. Voilà De Gaulle qui est au pouvoir. Alors, je reviens sur la question. Alors, je disais que les chefs d'État africains qui iront, sans compter Déby qui est sur place, sont-ils obligés justement d'y aller, hein, docteur Jean-Paul Mbelek? Ils se sentent obligés d'y aller, mais ils ne sont pas obligés d'y aller. Il y a une nuance terrible là. Ils ne sont pas obligés d'y aller, puisque c'est des êtres humains comme tout le monde. Ils pourraient très bien dire que non, notre intérêt n'y est pas, on n'a rien à gagner là-bas, le plan de guerre de Macron n'est pas clair, je vais expliquer pourquoi, voilà. Mais ils vont quand même y aller. D'abord parce que les Maliens ont circulé. Malheureusement, les Maliens, c'est mes frères. Ok, je me sens même malien, quelque part, même si ça fait depuis 2012 je ne suis pas retourné là-bas, mais je sais que mes frères maliens sont très corrompus. C'est même pire que les Camerounais. Ah oui, parce qu'ils sont capables de vendre leur propre chez eux, la preuve. Je les connais. S'il faut que je cite des noms, mais je ne vais pas le faire. Je les protège aussi. Voilà. Mais je sais que la corruption est très forte au Mali. Donc on peut... Et ils croient souvent, certains croient qu'ils sont très malins. Ils croient qu'ils peuvent prendre l'argent, faire la politique et après retourner la veste. Mais non. Une fois que... Dans le cas présent, c'est la guerre. Une fois que tu es engagé, ton camp, on le voit, tu es en face, tu n'es pas de ce côté-ci. Ok? Donc il ne faut pas se tromper dans ces choses-là. Donc ils vont y aller, parce qu'ils pensent qu'ils ont intérêt à y aller. Ils vont y aller parce qu'ils sont tenus par là. Ils vont y aller parce que quelque part, ils n'ont pas totalement coupé le cordon ombilical avec la France-Afrique, qui normalement est morte. Même s'il y a quelques États comme la Côte d'Ivoire. Sur du papier. Hein? Sur du papier. Non, de fait, elle est morte. Non, je vais donner un exemple pourquoi elle est morte. Elle est morte parce que si les peuples se soulevaient, c'est fini. En fait, c'est l'opinion du peuple. Les peuples africains demandent que c'est fini. Ils n'adhèrent plus assez. Ils n'adhèrent plus déjà parce qu'ils n'adhèrent plus, et ensuite ils ne se laissent plus tromper. Donc ce sont certains dirigeants. Moi je dis que ces dirigeants doivent faire attention, parce que là on a... Vous savez, la révolution, c'est le fait de retourner. Hein. Ça bascule en une journée. Vous voyez? Et je suis d'accord avec Parfum d'Homme. On ne prend pas la peine de venir ici juste pour parler. Non, parlons pas pour parler. On parle parce que l'espèce que notre parole, quelque part, elle a une certaine... C'est pour ça que nous prenons ça au sérieux nous-mêmes. Nous nous informons avant de venir. 3 heures, tu as donné des informations, ça veut dire que tu as quand même bien regardé l'affaire avant d'en parler. Voilà. Donc, et tout le monde ici fait la même chose. Parfum d'Homme, pareil. Voilà. Donc, les populations africaines ont les yeux ouverts. Que ce soit sur le continent ou
dans la diaspora. Ce n'était pas le cas avant. On ne peut pas nous dire que lorsqu'on a les yeux ouverts, on continue à nous manipuler comme quand on n'avait pas totalement les yeux ouverts. Disons que lorsque la grande majorité de la population, ce n'était pas le cas. Quelque chose a changé, ça va en effet. Dans les dirigeants africains, là, qui ne sont pas étonnés, y compris Idriss Déby, hein, que du jour au lendemain, ce n'est pas la France qui l'enlève au pouvoir. Ce que les Maliens, la population n'a pas réussi dernièrement, là. Hein, preuve que chez eux, ce n'est pas encore tout à fait bien nettoyé. Mais ça va venir. Ça va très vite. D'ailleurs, quand ils ont fait ce mouvement, on ne savait même pas que les Maliens pouvaient faire un tel mouvement. Eh bien, le projet pour le Mali, c'est dans un mois. Eh bien, même ces dirigeants-là qui croient qu'ils sont bien assis, parce que la France, ils vont vers la France parce qu'ils pensent que la France les protège. Je dis que la population peut les enlever le pouvoir. Et je dis que la France a intérêt à faire attention. Nous avons une diaspora africaine en France. Bien compris, ce n'est pas les bombes que font les Arabes, hein, pour tuer la population innocente. C'est les dirigeants français que nous pouvons viser. Donc, ils n'ont qu'à faire attention. Qu'ils continuent leurs bêtises, on verra le résultat. On ne veut plus de l'esclavage. C'est clair ou c'est pas clair? Quand on le dit pas seulement pour Macron, on le dit pour nos propres dirigeants, à commencer par le Cameroun ici. Et je dis que les jours qui viennent, les mois qui viennent, le démontreront d'autant plus. Vous allez voir vous-même. Bon, je vais peut-être m'arrêter là pour ça. Merci beaucoup, docteur Jean Vaubelec. On vous comprend parfaitement. Albert Anatola, ici, finalement, si on suit les explications des uns et des autres, les Africains aujourd'hui sont pris en otage, il faut le dire comme ça, par la France, avec la complicité justement de leur chef d'État. Comment en sortir? Parce que pour le docteur Jean-Paul Mbelek, jusqu'à preuve du contraire, un jour ou l'autre, les populations vont descendre dans la rue et vont dire tout simplement, nous en avons marre, il est l'heure que nous soyons libres, nous ne voulons plus de l'esclavage. D'ailleurs, ils sont très nombreux, hein, même sur les réseaux sociaux, à nous suivre tous les matins et surtout tous les après-midi du dimanche, ils sont d'ailleurs là, ils disent non, ils n'en veulent plus. Oui, tout à l'heure j'ai convoqué, n'est-ce pas, l'histoire qui se trame du côté du Tchad, du Djamena précisément, comme étant justement la continuité, n'est-ce pas, de la France-Afrique. C'est ça qu'il s'agit. Les gens qui nous gouvernent, c'est pas Jess Reining, qui était au Ghana, qui était un panafricaniste assumé. Oui. C'était visible. Nous avons affaire à des ojulatistes. Nous avons affaire justement à des larveurs qui pour la plupart ont des intérêts croisés avec, n'est-ce pas, l'impérialiste, le colon. N'oublions pas des mots. Parce qu'aujourd'hui, au moment, c'est une parenthèse, au moment où justement Macron décrète la fermeture des frontières françaises, au non-européen, ça pose un problème. Vous avez, il y a quelque temps, j'ai quand même suivi certains compatriotes africains qui habitent en Occident et qui sont sur le continent africain, qui ont des problèmes, n'est-ce pas, de rapatriement de leurs avoirs, notamment les avoirs financiers. Pourquoi? Parce que justement, Paris, Londres, Washington ne sont pas d'accord pour le rapatriement de ces avoirs. C'est la même situation qui se passe avec nos dirigeants. Ne me dites pas qu'il s'agit d'un rapport de force, c'est archi faux. Il s'agit des compromissions, il s'agit des alliances, des pactes secrets entre les uns et les autres. Il s'agit de la Kouadi. Tout à l'heure, Dr Mbelek évoquait cette question de Kouadi, c'est-à-dire que nous avons en fait à des poltrons, à des collabos également. Oui, vous avez également des collabos, il ne faut pas avoir peur de mots. Vous avez à des collabos. La preuve, l'exemple centrafricain est suffisamment édifiant. Vous avez au nord un État qui laisse passer les armes au profit des groupes armés. Au sud, vous avez un autre dirigeant qui fait passer les armes au profit des groupes armés pour combattre qui? La Centrafrique. Et ça ne peut pas se passer si l'un ou l'autre n'est au courant. Et Paris est au courant. Comment se fait-il que l'armée régulière centrafricaine ne soit pas armée, n'est pas cette logique, mais ce sont plutôt les groupes armés qui sont mieux armés que l'armée régulière. Et aujourd'hui, jusque-là, on continue d'imposer l'embargo à la Centrafrique, c'est-à-dire à l'État, à un État souverain. On l'empêche même d'avoir une autorité de manière générale sur son territoire. Mais il y a un problème. Il y a un très gros problème. Donc, je pense aujourd'hui qu'il faut parler de Paris. Déjà, moi, ça me pose un problème avec le personnel qu'on appelle M. Macron, parce que déjà, il ne parle pas d'égal à égal avec ses pays africains. Moi, ça me pose quand même un gros problème. Ça me pose un très gros problème. Ça m'énerve à la limite. Ça dit que M. Macron, il n'a pas l'âge de quelqu'un comme Déby, il n'a pas l'âge de quelqu'un comme Paul Biya, il n'a pas l'âge de quelqu'un comme Sassou Nguesso, il n'a pas l'âge de quelqu'un comme, je peux convoquer Mbandao, par exemple, il n'a pas l'âge de quelqu'un... mais il a le culot quand même, ce monsieur, ce personnage, de le parler avec condescendance, avec arrogance, quelquefois, avec beaucoup de paternalisme, il marche, il court. Mais moi, je pense que c'est nous le problème.
c'est nous le problème, je parle de nos dirigeants, c'est nous le véritable problème. Ces gens, ils n'ont rien à foutre. Une parenthèse. Actuellement, il y a un gros scandale du côté de l'ONU, c'est-à-dire le racisme, c'est-à-dire les 3000 personnels de couleur qui sont à l'ONU, qui sont employés de l'ONU, sont victimes de racisme, sont victimes, n'est-ce pas, de harcèlement sexuel, sont victimes justement de comportements dégradants. Mais écoute, mais c'est cette ONU-là non, c'est cette ONU-là qui est censée venir régler nos problèmes en Afrique. C'est cette ONU-là que les hommes politiques, la société civile africaine, n'est-ce pas, va voir pour régler nos problèmes. Mais ça veut dire que c'est nous le problème. Merci beaucoup Alban Antoine ici. Patient parfait, donc je vous poserai justement une question concernant le président malien Bandao. Il faut quand même dire que c'est un président de transition. Il n'est pas élu, mais il va quand même rencontrer Macron pour parler au nom de qui? Il va parler au nom du peuple malien, si vous voulez. Il est le président de transition. Ouais. On connaît justement ce que ça signifie. Il faut analyser ce qui s'est passé au Mali. Heureusement, nous sommes face à un Malien qui est le docteur Mbelek. Ce qui s'est passé au Mali, c'est que le peuple ont fait une révolution. Et on peut dire que l'armée l'a parachevé. Mais non, l'armée l'a récupéré. Bon, si tu veux, l'a récupéré. Oui. Bon, mais parce que si le peuple... Même s'il a parachevé, c'est tout la même chose. Sa révolution, en tout cas, pour vous, c'est l'armée n'aurait pas été là. Bon, passons. Alors, dans cette armée, il y a deux blocs. Il y a un bloc, qui est le bloc que Anatole fait sujet tout à l'heure. Ce sont des officiers qui continuent d'être en relation incestueuse avec la mère patrie de la France. Et d'un autre côté, certains officiers qui sont ouvertement panafricains, qui ont pris de position, etc., etc., qui a été en première ligne pour combattre l'autre frange des officiers qui voulaient en découdre avec Paris, c'est votre CEDEAO. Vous avez vu les pressions, vous avez vu même des sanctions déjà qu'on brandissait contre ces généraux-là. Donc, ils étaient obligés d'aller chercher ce militaire qui était déjà à la retraite, ne l'oubliez pas. Ils étaient obligés de le chercher pour faire un semblant de consensus entre ces deux blocs qui existent dans l'armée. Or, la corruption est dans, tout à l'heure Mbelek vient de le démontrer, je pense que cet argument de la corruption a fait pencher pour l'instant la balance malienne au sein de l'établissement militaire qui dirige en réalité. Pourtant, il y a une partie justement de ces militaires maliens qui sont du côté russe. Mais non, il y a également une autre partie qui est justement du côté français. C'est ce que j'explique. Donc, il y a une guerre en interne entre ces deux blocs. Et pour l'instant, il y a un statu quo que nous voyons, mais qui est accentué par le fait que les mallettes ont circulé et qui penchent du côté de la France pour l'instant. Mais les dynamiques en interne sont déjà déclenchées. Personne ne peut plus les arrêter. Personne. Ces dynamiques qui ont été déclenchées, en interne, au sein du peuple malien, au sein du peuple africain, là je suis d'accord avec Mbelek, personne ne peut plus les arrêter. On ne peut plus. C'est une fuite en avant de penser que, on suffit d'organiser un sommet sur Panjamena, convoquer quelques chefs d'État et penser que ça va, les problèmes étaient réglés, des choses must go on. C'est faux. Ce qui s'est passé au Mali, ce qui continue de se passer en Afrique, pas seulement au Mali, dénote d'une réalité. C'est qu'il y a un éveil profond des peuples africains qui, comme je le dis, ne veulent plus être ni nègres de champ, ni nègres de maison. Ils veulent tout simplement être des êtres libres. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez faire ce que vous voulez faire. Tôt ou tard, le pion sera poussé, il y aura échec et mat. Et nous sommes dans cette dynamique-là parce que nous ne pouvons plus accepter. Le monde avance devant nous. Même les choses qui étaient les plus cachées sont révélées à tout le monde aujourd'hui. Nous voyons la gestion du Covid, cette maladie fabriquée par le laboratoire. On voit comment eux-mêmes, les Occidentaux, ne sont plus d'accord avec la gestion de cette prétendue maladie pour faire plaisir, n'est-ce pas, au Big Pharma, parce que c'est ça la réalité de l'affaire. Quand on voit, on entend l'Union européenne crier au scandale que mais, telle société-là, tel film pharmaceutique, c'est nous qui avons financé même ces recherches. Et vous voyez mon leitmotiv quand je vous parle de l'Afrique, qui doit aussi commencer à muscler le jeu, au lieu de dire on ne veut pas de vaccin, mais financer, encadrer les scientifiques, financer des pôles de compétences et de recherche, pour que nous soyons nous-mêmes autonomes de tout ce qui risque de nous arriver. C'est l'Union européenne qui a financé même la recherche de ces vaccins. Et elle crie au scandale en disant à cette firme anglaise, mais attendez, dans notre contrat, il était question que vous nous fournissez de manière prioritaire, n'est-ce pas, le gros des vaccins. Et l'autre leur dit, mais avant de signer le contrat avec vous, je l'avais déjà fait avec l'Angleterre.
Par conséquent, l'Angleterre met le pied et dit, monsieur, vous nous donnez d'abord nos doses de vaccins qu'on veut avant de servir l'Union européenne. C'est ça les enjeux sur le plan mondial. Sans oublier qu'entre eux maintenant, au sein des États, au sein de l'établissement de certains États, il y a des contradictions énormes. Il y a des gens qui disent les solutions pour combattre le coronavirus ne sont plus acceptables. On ne peut pas mettre tout un pays sur cloche, les économies sur cloche, les écoles sur cloche, tout sur cloche, la culture, tout, sous le français prétexte de traiter une maladie dont personne ne voit, personne ne connaît. Sur la base d'un vaccin qui serait sorti comme ça, comme dans un chapeau quand on était le corps primaire de gars qui faisait des parapampam là, c'est terminé. Un illusionniste. Oui, d'un prestidigitateur. Donc, les gens prennent conscience. Et nous, les Africains, Steve, oui. C'est pour cela qu'il faut muscler les agoras comme cette agora-ci. Il faut les muscler, il faut les varier, il faut les multiplier pour que ceux qui dorment encore se réveillent. Vous avez dit ici que le peuple africain est comme un monstre qui est dans un sommeil comateux, mais que nous ne sommes qu'en train de réveiller. Il n'est même pas encore debout. Parce que le jour où il sera debout, je peux vous le certifier. Vous allez entendre. Ça va être des coups de tonnerre sur la planète Terre. Et là, les gens apprendront à respecter l'Africain. Messieurs, le standard est ouvert pour vous qui êtes à la maison. Vous pourrez justement nous appeler. Le numéro s'affiche d'ailleurs au bas de vos écrans de téléviseur. Vous pourrez justement nous appeler. Et bien sûr, pour avoir vos réactions cet après-midi. Mais je vais d'abord me tourner vers Paul est là. Paul est là. Jusqu'à preuve de contraire, on parle de ce mini-sommet. Moi, j'ai encore un autre problème. Quelle est la différence entre un mini-sommet et un sommet? On n'a pas convoqué tout le monde. On a fait notre petit truc, comme De Gaulle disait, notre petite soupe dans notre petit coin. On parle du G5 Sahel, hein, Paul est là. On est d'accord jusqu'à preuve du contraire. G5 Sahel, ça signifie le Burkina Faso, le Mali, le Niger, la Mauritanie, le Tchad. Si les 5 chefs d'État viennent justement au N'Djamena lors de ce mini-sommet, c'est un sommet. L'objectif, c'est d'embrouiller. L'objectif, c'est d'enfumer, c'est justement d'utiliser des subterfuges pour perdre les esprits. C'est ça, des petits mots, petits mini, petits, tout ce que vous voulez. C'est de la subtilité maléfique. Et la France est championne dans ce jeu. Elle est coutumière du fait. Et si vous regardez les faits historiques et la relation pernicieuse et violente entre la France et l'Afrique, ces anciennes colonies depuis le temps, vous vous rendez bien compte que le jeu de la France est exactement le même, c'est juste la forme qui change, mais le fond est identique. Je parlais de violence tout à l'heure, puisque le G5 Sahel aujourd'hui est en prise à la violence, laquelle violence en réalité n'est que le fruit d'un business plan de la guerre qui a été pensé, qui a été fomenté, qui est entretenu, qui est maintenu et qui est encadré par la France. La France n'a aucun intérêt à ce que la guerre s'arrête. Permettez-moi, monsieur, je commence à avoir au téléphone des téléspectateurs qui réagissent immédiatement. Allô, bonsoir. Allô? Oui, allô, bonsoir. Vous êtes à l'antenne, on vous écoute. Allô? Oui, allô, bonsoir. Vous êtes déjà à l'antenne, on vous écoute. Bonjour, monsieur. Bonjour, on vous écoute. Allô, bonsoir. Toujours des petits problèmes pour avoir nos amis téléspectateurs cet après-midi. Allô, bonsoir. Allô? Oui, allô, bonsoir. Allô? Oui, allô, bonsoir, on vous écoute. Qui ne s'écoute pas, qui parle. Allô? Allô, bonsoir, vous êtes à l'antenne, on est avec vous cet après-midi. Parlez, parlez. Vous pouvez parler, hein, on vous suit. Quelques petits problèmes hein, depuis un moment de temps, on espère que ça va s'arranger. Allô, bonsoir. Bonsoir. Alors, on vous écoute, comment est-ce qu'on vous appelle? Vous appelez depuis la Suède, on vous écoute. Je voulais déjà vous féliciter par rapport à votre émission qui est vraiment une grosse source d'éveil de conscience pour nous les Africains. Je voudrais vous dire bravo. Merci. Voilà, et voilà par rapport à votre sujet d'aujourd'hui.
je voudrais souligner deux petites choses. Excuse-moi, on a tous l'habitude de dire que c'est la patate qui a accepté qu'on la mange plus. Vous savez? Des petits problèmes avec ce téléspectateur qui nous appelle depuis la Suède cet après-midi. Allô, bonsoir, bienvenue à vous. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, vous êtes à l'antenne, comment est-ce qu'on vous appelle? Ali Moussa. Ali Moussa, vous nous appelez depuis le Tchad, c'est ça? C'est ça. On vous écoute. Ok, monsieur Ngos qui posait la question tout de suite, de savoir si ces chefs d'État sont obligés d'aller en France. Ok, si certains de vos panélistes ne sont pas là aujourd'hui, je voudrais parler du président Bandakani. Parce qu'il va nous dire que ces gens sont sous pression. Donc, mais comment on peut mettre une pression sur quelqu'un comme M. Déby qui a plus de 70 ans? Monsieur le Malien, il a plus de 70 ans aussi. On ne peut pas mettre de pression sur des gens comme ça. Tout ce que je veux, c'est que nos chefs d'État, des gens comme Déby, ce sont des patriarches. On ne veut pas qu'ils soient humiliés par la France. On les encourage à partir par la grande porte, parce qu'ils ont beaucoup fait pour l'Afrique. Quand un petit individu comme Macron, il n'a même pas l'âge de leur fils, il les convoque. C'est de l'humiliation pour moi. Et enfin, je voudrais demander à M. Parfait, des neveux de certains de ces panélistes, je voudrais parler d'Henri Diabaté, Mandeng, et M. Sadio, que sont-ils devenus? Je vous remercie du courage. Merci et également à vous, hein. Restez toujours connectés avec nous. Je rappelle que vous nous appeliez depuis le N'Djamena, en tout cas au Tchad, cet après-midi. Monsieur, il y a également que le docteur Bekima m'écrit depuis les États-Unis et il veut participer justement à cette édition de Feu Vert cet après-midi. Il appelle. Et il a dit qu'il devait appeler. Docteur Bekima, vous êtes le standard ouvert et vous pouvez nous appeler. Bon, on a le devoir de vous avoir justement cet après-midi. Toujours quelques petits problèmes, messieurs, avec le téléphone. Ça flash, mais ça ne prend pas. Je vais également prendre la réaction de Noël Blé que nous avions au téléphone, avec qui nous avions eu de problèmes, mais prenons d'ailleurs le téléspectateur qui nous appelle. Allô, bonsoir. Toujours des petits problèmes, hein, il faut le dire. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, vous êtes à l'antenne. Comment est-ce qu'on vous appelle? Vous m'entendez? On vous entend parfaitement. Alors, je m'appelle Bouko Kero, je vous appelle de Paris. Depuis Paris, on vous écoute. Votre réaction? Eh bien, votre réaction sur le sujet d'aujourd'hui, c'est que, comme d'habitude, c'est très intéressant et je vous remercie à tous et aux panélistes qui sont toujours pertinents. Eh bien, concernant la crise et la convocation de Macron, eh bien, nous, je pense que ici, nous n'entendons rien du tout de ce sommet, parce que nous avons vu le sommet de Pau, ce que c'est le résultat que ça a donné. C'est en plus venu d'un président français qui n'a plus de crédit aujourd'hui. Aujourd'hui, on vous suit, hein, vous êtes toujours à l'antenne. En tout cas, ce téléspectateur est parti nous appeler justement depuis Paris cet après-midi. Je vais reprendre d'ailleurs la réaction de Noël Blake que nous avions au téléphone et que nous n'avons pas pu avoir. Il nous disait d'ailleurs qu'il faudrait que nous appesantissions sur la crise alimentaire. Les populations n'ont accès à rien. Crise environnementale, le dérèglement climatique frappe durement cette région du monde. Crise sécuritaire, les États de ces pays sont désarticulés et nos dirigeants ne font rien pour endiguer cela. Par conséquent, Macron et sa font la loi. Le président malien n'est pas élu, mais c'est lui qui va quand même parler avec Macron. Mais au nom de qui parle-t-il? Dommage, j'avais beaucoup à dire sur le sujet, mais hélas, bonne journée à vous et continuez à éveiller justement les consciences africaines. Le standard reste et demeure ouvert. Je ne sais pas pourquoi on a de sérieux problèmes justement pour avoir tous nos téléspectateurs encore cet après-midi. On a eu le même problème dimanche dernier. Il va falloir justement le résoudre rapidement. On a des flashs, mais on n'arrive pas à avoir les téléspectateurs. Mais continuez quand même à essayer de nous avoir. Vous êtes toujours avec nous. Allô, bonsoir.
Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Steve, c'est Moto. Moto depuis la Suisse, oui, on vous écoute. Alors, moi j'aimerais d'abord rappeler une chose, c'est que le président Macron, face aux critiques liées à sa gestion du Covid en France, a récemment déclaré qu'il y a 66 millions de procureurs en France. Et tout le peuple français s'est indigné par rapport à ça et se sont demandé comment est-ce qu'un président français peut insulter tout un peuple. Donc j'aimerais rassurer à mon grand frère Triple A que sa communication condescendante, c'est tout le monde qui l'a subi, hein, même les propres Français eux-mêmes. Alors, par rapport au mini-sommet, pourquoi N'Djamena? À mon avis, c'est par rapport à la RCA. Pourquoi? Parce que faut savoir qu'en Afrique, il y a quelques doutes par rapport à l'implication du président Idriss Déby dans la crise qui est en train de subir la RCA. Et la France, en fait, pourrait semer un jeu trouble entre la RCA et le Tchad, la RCA et le Mali, le Niger, et en fait créer une sorte de désaccord entre tous ces pays-là qui sont sur le front de libération avec le président Idriss Déby. Honnêtement, moi ce que je peux dire, c'est que je ne faut pas douter du président Idriss Déby parce que il a déjà beaucoup fait avec son armée sur toutes les batailles, donc djihadistes au Mali, même au Cameroun avec Boko Haram et au niveau de la RCA. Donc tu sais ce qu'il fait, c'est quand même un vieux de la vieille. Et en plus de ça, moi je me posais la question, depuis quand est-ce qu'un président africain doit déclarer à tout le monde s'il doit aller voir un tel président ou un autre? Est-ce que c'est écrit quelque part qu'il doit dire à tout le monde, voilà, je vais en meeting voir tel ou tel? Donc le fait qu'il a réalisé par le président, ou je ne sais pas quel représentant du gouvernement français, devient une communication virale en disant qu'il allait en catimini. Et c'est qui l'a présenté? C'est, je pense que c'est le politicien Mélenchon qu'il avait posté sur Twitter. Le Mélenchon lui-même, on est en train de le payer en France. Donc il fait aussi de la récupération politique. Et tout ça, c'est pour semer le trouble entre le Tchad, entre les relations entre le Tchad et tous ces pays qui sont sur le front de libération. Donc, moi, ce que je pense, c'est que la France essaie de créer ce qu'on appelle une distraction médiatique. Créer une distraction médiatique à travers ce sommet pour essayer encore de diviser les Africains qui sont tous sur un front. Et en conclusion, moi, je dirais que, voilà, ce mini-sommet, Steve, c'est à cause de feu vert, c'est à cause des DBS matin, c'est à cause de toutes les institutions panafricaines qui ont de plus en plus d'auditeurs en Afrique. C'est ça la cause de ce sommet. Ils veulent contrecarrer, ils veulent contre-frapper, parce que voilà, la communication, votre communication justement, est en train de prendre des effets sur tous les plans au niveau de l'Afrique. Donc, l'enfermement de me dire à la trentaine, comme on le dit au quartier, il n'y a rien à craindre. Les Français sont en train de dire là. Merci beaucoup. En tout cas, pour vous, les Français sont en train de lire l'heure, comme on dit souvent au quartier. On vous comprend parfaitement. Toujours au téléphone, ça sonne. Allô, bonsoir, bienvenue à vous. Oui, allô, dis-moi. Bonsoir, vous êtes à l'antenne, on vous écoute. Oui. On ne vous entend pas, hein, lorsque vous nous appelez. Prière de, déjà, première chose, de baisser le volume de votre téléviseur. En seconde position, prenez un moment de calme dans un endroit bien précis, là où nous pourrons justement vous entendre et justement vous également nous entendre. Bonjour et bon après-midi, monsieur Steve Ngos, et à tous vos invités et techniciens de l'IBS matinale. Le monde nous regarde. Non, on n'est pas dans la matinale aujourd'hui, mais à feu vert. Vous allez finir par vous habituer, ne vous inquiétez surtout pas.
Si et seulement si nos présidents sont élus par le peuple, là maintenant on verra vraiment le tour-ci. Oh mon Dieu, quelle honte pour l'Afrique que Macron convoque une réunion du G5 Sahel. Bon sang, lui qui? C'est pas possible. On est où là? On va où? Macron parle du Covid-19 qui menace la France et l'Europe tout entière. Bon dimanche à vous, c'est Rigobert Gaudin depuis la France. Au téléphone, ça sonne. Bonsoir, bienvenue à vous. Bonsoir, M. Ngos. Bonsoir, Cotisé. On vous écoute, vous depuis Paris. Ok. Bah, merci aussi pour l'éveil et je salue le panel et à tous les téléspectateurs. En fait, si vous voulez, la France a envie d'exister sur le plan mondial. Elle a juste envie de faire son bluff, montrer qu'elle continue toujours à contrôler la situation. Elle sent qu'elle est en train de la perdre. Elle a perdu déjà. Elle a perdu l'histoire, vous savez, l'histoire a sa propre horloge, l'histoire a son propre chemin que même les historiens ne maîtrisent pas. Aujourd'hui, la France est débordée dans tous les plans. Le Covid est juste venu accélérer cette suite-là. Elle a convoqué les pays qu'elle a convoqués c'est les Lassa pays, comme on dit au quartier, c'est les Lassa pays, c'est les pays qui ne sont pas capables de tenir. Est-ce qu'elle peut convoquer les pays comme le Cameroun ou elle ne peut pas? Parce que c'est les pays qui ont une armée, c'est les pays qui sont capables de se défendre. Donc en ce temps, elle va chercher les faibles pays d'Afrique pour essayer de les mettre au garde-boue et montrer à la communauté internationale qu'elle a toujours la main. Mais en soi, on connaît que c'est fini. C'est fini. Aujourd'hui, le monde n'est plus comme celui qu'il a été en 50, en 40 ans. Quand elle est arrivée chez nous, elle était débordée complètement par le nazisme et elle s'est refait une santé, une France en Afrique. Et c'est le Cameroun, c'est le Tchad, c'est le Centrafrique, c'est le Congo. Voilà les pays qui ont aidé la France à devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'elle a fait en retour? Elle a continué à servir, à mépriser les gens qui l'ont porté au PNAC. Et aujourd'hui, elle est débordée. Les enfants les enfants de ces pays ont compris. Elle appelait nos ancêtres elle nous traitait de tous les noms. Mais nous, les enfants, on a compris aujourd'hui. On sait à qui on peut faire confiance, on sait à qui on ne peut pas faire confiance. Hein? Aujourd'hui, elle est débordée. On est en Europe, on voit comment ça se passe. Il faut écouter le professeur Raoult. Comment il essaie de dégainer même la santé, même la médecine française. Il dit que c'est une médecine moyen-orientale, donc moyen-âge. Il dit que même le Mali fait les séquences par rapport à la France. Le professeur Raoult lui-même, il le dit. La France vient maintenant dans le bluff. Elle connaît qu'elle parle parce qu'elle a passé le temps à mépriser, à terroriser les Africains. Et du coup, comme on avait la notion du blanc qui a la vérité, la notion du blanc qui avait tout ce qu'on veut, aujourd'hui elle revient et elle veut juste sucer ce chemin-là. Elle veut juste sucer ce plateau-là. Parce qu'elle va arriver, elle va dire qu'elle est la France, elle est une puissance mondiale et on va se mettre au garde-boue. Mais non, on a compris que c'est du bluff. Elle ne vient qu'avec l'emballage, mais le contenu, il y a voile, il n'y a rien. On est capable de tenir ce pays-là face, même notre armée, même notre intelligence, on est capable de la tenir parce qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus absolument rien. C'est simplement parce que les chefs d'État qui sont là-bas viennent de l'époque coloniale où ils ont fait le cerveau lobotomisé comme on ne sait pas. Mais dès que ces chefs d'État vont partir, que la nouvelle génération viendra, mais ça sera fini. Mais la France sera plus pire que la Grèce. J'ai dit, le système est en train de se marcher dessus. On allait confiner même en France. Même les ministres ne supportaient plus ça. Le système, mais les ministres, il y en avait qui disent non, il y en avait qui disent oui. Et maintenant, pour frapper fort, elle a dit qu'elle va fermer les frontières. Vous voyez qu'elle-même se contredit. Elle se contredit. Il faut juste que les Africains prennent conscience. Regardez comment vous êtes habillés sur le plateau. Avec les tissus qui viennent de chez nous. Si quand mes consorts, orientons la consommation de nos frères pour qu'on ne continue plus à financer les multinationales comme les brasseries, qui nous prennent de l'argent comme il n'est pas permis et ils nous donnent en retour des maladies. Orientons la consommation de nos enfants, de notre peuple, qu'on essaie d'arrêter de consommer ce qui vient en Europe qui nous tue. Consommons ce qu'on produit. Je vous dis, au bout de 6 mois, ce pays-là tombe. Au bout de 6 mois, elle tombe. C'est ce qu'il faut qu'on fasse maintenant. On ne doit même pas prendre la force pour lui faire tomber. Il faut juste qu'on essaie de savoir, parce que même consommer est politique. On oriente la consommation, on vous donne confiance quand vous le faites. Elle tombe, elle devient plus que la Grèce. C'est fini, il n'y a plus rien, elle ne peut plus faire à personne. La Grèce se moque d'elle, Macron c'est qui? En Europe, on s'en fout de lui. C'est pour ça qu'il va chercher un peu de confort en Afrique. Quand il vient voir les églises de Bible, on voit ce président-là. C'est pour se refaire une petite santé, un peu de confort. Mais c'est quelqu'un qui est méprisé sur le plan international. On voit ça ici. On n'a plus peur. Il veut nous tuer. Mais sauf que ça ne se repassera plus comme avant. Les enfants d'esclaves ont compris. Voilà, c'est fini ça, c'est fini. On a aussi les intellectuels, on a les émissions, on a les gens qui sont capables de les tenir tête à tête sur le plan scientifique, même sur le plan militaire. Ils ne trouvent pas. Les millions qu'ils ont mis pour détruire l'Irak, qu'ils ont mis pour détruire la Syrie, c'est les mêmes millions qu'ils ont mis pour détruire le Cameroun. Ça n'a pas marché parce qu'on a une armée. On en a marre
S'ils veulent, ils viennent nous prendre en France, si je suis à Paris, s'ils veulent, ils viennent nous chercher. Mais sauf qu'on ne laissera plus. On ne laissera plus ce pays nous marcher dessus, nous mépriser comme elle a fait là. C'est fini ça. C'est fini, on ne peut plus accepter ce mépris. Il faut qu'on meure pour que nos enfants courent. Les Oumniobé, les Wandi, les Moumié, les Lumumba sont morts pour que nous marchions. Et nous, on va mourir pour que nos enfants courent. Mais la France, elle comprend que c'est fini. Elle n'a plus de place. Si elle ne veut pas mourir avec élégance, comme disait le philosophe Michel Onfray, nous, on va lui pousser dans le trou. Voilà. Merci, M. Ngos. Merci également à vous, Akoudi. Je rappelle que vous nous appelez depuis Paris, en France. Vous êtes d'ailleurs très nombreux à nous appeler du côté de Paris. Le standard, mesdames, messieurs, reste ouvert. Il est saturé. Vous pourrez justement nous appeler. Le standard est réellement saturé. On sait que ce n'est pas souvent facile de nous avoir, mais continuez quand même à tenter. Ils sont nombreux qui nous appellent de la France, de l'Allemagne. Il y a également le grand frère David Bandapa qui a tenté également de nous joindre tout à l'heure. On ne va pas également oublier le docteur Bekima depuis les États-Unis qui est en train de nous suivre malgré justement un grand retard d'horaire, parce que je pense que là-bas, c'est la nuit. Hein. Et c'est pas facile justement pour le docteur Bekima de nous avoir cet après-midi. Messieurs, permettez-moi de lire les messages. Hein. Il y a également Maïmouna Sissé qui nous a appelé, qui nous fait savoir d'ailleurs que on n'a pas pu avoir nos Noël Blaze cet après-midi. Bonjour les panélistes, que Dieu vous accompagne avec une grande protection. La France est finie. Elle veut quoi? Elle cherche quoi? Sa tête est coupée. Laissons-la se débattre pour le dernier souffle. Mais Macron n'a pas longue vie. Il ne verra même pas la nouvelle monnaie africaine. Macron ne doit pas fermer ses frontières avec les Africains se permettent de venir en Afrique. C'est sûr que ce petit a un problème. Il saura qui est l'Africain. Ses grands-parents ont marché pour gaspiller tout ce que nous avions de précieux dans l'ignorance. Aujourd'hui, eh bien, le petit veut continuer avec leur sale besogne. Macron, où tu seras aujourd'hui? La France est finie. En tout cas, merci également à Tamomo Sikuru Tamono depuis Porto Novo, c'est au Bénin. Merci également de nous avoir écrit cet après-midi. Bonsoir le plateau depuis le Togo, il est en train de nous suivre, il m'envoie d'ailleurs l'image, hein, cette personne m'envoie l'image de la télévision tellement clair, hein. Et il dit qu'il aime bien l'image. J'aurais voulu montrer l'image, mais bon, en tout cas, on sait que vous nous suivez tous les matins et sans oublier tous les dimanches du côté du Togo, comme à votre habitude. Vous êtes d'ailleurs très nombreux. Bonjour, bonsoir Steve, bonjour à tous les panélistes d'IBS. Vous êtes la lumière de toutes les radios d'Afrique. Que Dieu, le Tout-Puissant, vous remercie et vous bénisse abondamment. Je vous suis tous les jours, seulement c'est le soir que je suis les rediffusions. Voici une vidéo que je vous envoie pour examiner, diffuser. Si cela vous plaît, que Dieu vous protège, quelle que soit la longueur de la nuit. Le jour finit toujours par apparaître. Je suis Kokou à Kapalimé au Togo. Merci également à vous, hein, depuis Kapalimé au Togo, de nous avoir écrit ce matin. Messieurs, on continue d'ailleurs. Bonsoir à vous. Comment est-ce qu'on peut suivre le live et intervenir pour l'émission Feu Vert d'aujourd'hui? Merci de votre retour. C'est Boukokero. Ah oui, Boukokero, je devais justement l'avoir, hein, en direct cet après-midi, toujours au téléphone. C'est un panafricaniste du Rwanda qui voulait également participer à cette édition de Feu Vert. Il m'a écrit d'ailleurs encore cet après-midi, ce matin, pour me faire comprendre qu'il aimerait de temps en temps intervenir. Lui, il nous suit depuis le Rwanda, mais il est actuellement du côté de la France. Bonjour à tout le panel et spécialement mon grand frère Mbelek. Ce sommet est à suivre de près car avec les élections présidentielles le Tchad en avril prochain, la France peut toujours forcer la main du président tchadien pour un compromis qui ne sera pas favorable pour la RCA et surtout la CEMAC. En général, la base française du Tchad sera renforcée. Sous silence, Steve, vos émissions font l'objet des études stratégiques par les hauts cadres du gouvernement français. Eux, ils vont toujours anticiper. C'est Janvier Nguela qui est en direct d'Atlanta aux États-Unis d'Amérique, même si là-bas également c'est tard. Bonsoir DBS, c'est Lionel depuis Valence en France. La France comprend que la conscience de l'Africain se réveille et malgré son agitation actuelle, cela ne nous arrêtera plus. Merci beaucoup à vous également, hein. Lionel depuis Valence en France. Toujours et encore des messages, mais je ne sais pas si je vais tous les lire, hein, parce qu'il nous manque encore 30 minutes seulement pour sortir de cette édition. Bonsoir le panel, le changement de démarche des autorités maliennes vis-à-vis de la France ne m'étonne pas. Les visites successives du président malien et de son vice-président à Lomé auprès de Fort Gnassingbé n'étaient pas anodines. C'est le résultat d'une manipulation.
oui je reviens, d'une manipulation opérée dans l'ombre par Faure Gnassingbé au profit de la France. Il faut de temps en temps dénoncer aussi ce sous-préfet sournois de la France en Afrique de l'Ouest. On parle bien sûr de Faure et Sozinma et Yadema. Je vais continuer avec vous un peu là avant de revenir sur les messages. Il y en a tellement, ça on ne pourra pas tous les lire. Je reviens sur vous. Je parlais tout à l'heure de mini-sommet, de sommet. Vous me disiez d'ailleurs, il y a tous les téléspectateurs qui a un gros problème. C'est juste un jeu de mots. Oui, c'est un jeu de mots comme la France aime bien le faire. Elle se livre à des manipulations des esprits comme elle seule a le secret. Et j'étais en train de dire que tout ce qui se passe en fait au G5 Sahel, ce mini-sommet qu'on l'appelle comme on veut, mais il n'y a rien à attendre de ce sommet-là. Oui. Quand on sait que les raisons même de l'existence du G5 Sahel n'ont jamais été atteintes, ça veut dire la sécurité dont l'insécurité s'est aggravée et le développement économique qui n'a jamais eu lieu. Je vous rappelle également qu'à la création du G5 Sahel en 2014, il a été voté un budget de 400 millions d'euros dont on n'a jamais vu un sou. Et quand vous avez une organisation comme ça qui attend des fonds de l'extérieur, il rappelait encore dernièrement... Le Tchad en réclame encore, hein, exactement, des milliards de francs CFA, le Tchad en réclame. Leur attente auprès d'une communauté dite internationale qui devrait intervenir. Et qu'est-ce que vous attendez d'une structure qui a une guerre qu'on lui a imposée pour des raisons évidentes de perpétuation de l'hégémonie. Et c'est pour ça que je parlais du business plan de la guerre. C'est-à-dire que tout ce qui se passe est pensé, prévu et organisé. On vous crée une guerre. Cette guerre-là est en réalité l'occasion de nourrir vos industries françaises et occidentales parce qu'il y a des livraisons d'armes, il y a des livraisons de vêtements. L'industrie du vêtement fonctionne parce qu'il faut habiller les militaires. Il y a l'industrie humanitaire parce que on envoie des ONG qui vont être payées, dont les fonctionnaires vont être payés grassement. On crée tout un business tout autour pour entretenir la guerre et faire vivre. Et le business de la guerre et faire vivre donc les entreprises françaises et occidentales et européennes précisément. Et vous avez une sorte de mensonge qui fait croire qu'en réalité, on veut juguler cette guerre-là, alors que dans le fond, il faut que cette guerre continue de perdurer pour installer le chaos. Et il faut dire que la France a une culture de violence. Vous savez que la violence, en réalité, c'est la force des faibles. Et vous regardez à quel point s'agite un coq à qui on a coupé la tête. Et si je dis un coq, suivez mon regard. C'est le symbole de la France. Quand vous avez coupé la tête d'un coq, regarde, il ne s'est jamais autant agité que lorsqu'il a la tête coupée. C'est exactement ce qui est en train de se passer avec la France. Quand vous regardez la France dans sa culture même hégémonique en Afrique, parce qu'en réalité, l'Afrique a toujours fait de la France ce qu'elle est et continue de faire de la France ce qu'elle prétend être aujourd'hui. Mais un jour, ça va finir. Quand vous regardez comment la France a été libérée par les pays africains, lors de la Seconde Guerre mondiale, quand vous regardez comment la France a réagi et a récompensé de façon ironique ces pays africains-là en blanchissant les troupes lors du défilé de 44 sur les Champs-Élysées, où on a mis de côté tous les combattants noirs, on allait prendre des va-nu-pieds français qui n'avaient jamais tenu une arme pour les habiller et les faire défiler pour dire que voilà, c'est la vraie France de souche qui a gagné la guerre. Quand on a rapatrié les Africains, les soldats africains, après qu'ils aient délivré la France des griffes des nazis, on a eu, par exemple, au Sénégal, c'est des soldats sénégalais qui réclamaient leur dû, leur solde, de façon légitime, et ils ont été massacrés. Des dizaines et dizaines de Sénégalais, le fameux massacre de Thiaroye. Quand vous parlez de l'Algérie et des sévices meurtriers que la France a fait là-bas, que ce soit à Sétif, que ce soit à Guelma ou à Kerata, quand vous parlez on vous parle du napalm à l'ouest du Cameroun, quand on vous parle de la Lomidine à l'est au Cameroun qui a fait des milliers de morts, quand on vous parle de tous les indépendantistes qui ont été tués, la France a toujours une culture de violence vis-à-vis de l'Afrique pour semer le chaos et ainsi tirer ses marrons du feu. Donc, ce qui se passe au Sahel n'est que dans la continuité, dans la logique de l'esprit français qui en réalité est un coq affolé
parce qu'il voit très bien que il a perdu la tête, et pas que la tête physiquement, parce que quand vous les voyez agir, vous comprenez bien qu'il leur manque un boulon à ces dirigeants français qui n'arrivent pas à comprendre qu'il faut regarder les choses sous le nouveau paradigme actuel et comprendre que les Africains, notamment la jeunesse africaine, de plus en plus a une conscience qui s'éveille, et que s'ils continuent de s'entêter dans leurs méthodes démagogiques et impérialistes, ils n'auront que leurs yeux pour pleurer, et je pense qu'ils peuvent s'y apprêter. Je vais me tourner vers vous, le docteur Jean-Paul Mbelek. La France aujourd'hui, comme le disait d'ailleurs un de nos téléspectateurs, est débordée. Elle est en train de perdre du terrain sur le continent africain. Elle tente donc aujourd'hui de rebondir, mais elle a l'impression que tout va mal pour elle et qu'elle n'a pas le choix que de se débattre, hein, comme le disait tout à l'heure Paul Ella. Oui, effectivement, c'est ce qui arrive. Oui. Et c'est ce qui sera de plus en plus patent. Nous parlons encore de la France, c'est vrai, parce que déjà on utilise la langue française. Oui. Alors, donc, ça, c'est pas seulement le fait de la colonisation, puisque nous sommes là sous le régime du néocolonialisme. Ça, c'est le fait de ceux qui ont signé dès le départ les accords avec cette France coloniale, après avoir été complices de l'assassinat des vrais leaders indépendantistes. Dans le cas du Cameroun, vous les connaissez. Oumiobe, Moumié, Ouandié et les autres. Sende Afana, et voilà, et tous les autres, même des anonymes dont on ne cite pas les noms, parce que bon, voilà. Ceci dit, l'histoire, la route de l'histoire en train de tourner. Où on accompagne cette roue, et tant mieux pour soi, où on s'y oppose, et elle écrasera ceux qui s'y opposent. Le moteur de l'histoire existe. Il faut lire chez Kanta Diop, il a bien expliqué ces choses-là. Le moteur de l'histoire, dans le cas des Africains, ce sont les panafricanistes, qui n'ont pas coupé le cordon ombilical avec ceux que je ne citais les noms là, dans le cas du Cameroun, ou les Modibo Keïta dans le cas du Mali. Patrice Lumumba, Steve Biko et tous les autres. Tous les autres, voilà. Et qui eux-mêmes sont liés à ceux qui ont précédé. Par exemple, ici au Cameroun, les Martin Samba, et tous ceux qui sont opposés à la pénétration de l'Afrique par cet Occident, et à tous ceux qui sont opposés à l'esclavage, et à tous ceux qui sont battus même contre cet esclavage au niveau de la diaspora, dont je pense Toussaint Louverture, Dessalines, Christophe, Pétion, et puis Delgrès, Ignace, Solitude, tous ces, et même aux États-Unis, on a par exemple Nat Turner, voilà, donc y compris plus récemment encore, je pense à Marcus Garvey, voilà, Du Bois, Tubman, tout ça, voilà. Donc la lutte pour nous, elle a toujours continué. Et quand on regarde bien l'histoire des peuples noirs issus de l'Afrique, on voit très bien que pour nous, c'est le progrès. Ça peut être lent, mais on avance toujours. Toujours. L'Afrique ne recule jamais. C'est lent, on peut le dire, mais on avance. Voilà. Et in fine, nous allons avoir cette liberté. Et in fine, on va la faire payer à ceux qui doivent payer. La France a fait signer Haïti. En fait, ces gens-là, je souligne encore ça. Quand on dit les Français, mais c'est juste un État. Mais même quand on dit le Cameroun, ça ne se limite pas au Cameroun. Même si je dis que le Cameroun, ça sonne Afrique. Quand on dit Guadeloupéen et quand on pense aux Guadeloupéens d'ascendance africaine, on pense toujours Afrique. Nous, c'est le continent, l'Afrique, et qui est le berceau de l'humanité. Ça, c'est juste un État. Et vous voyez qu'entre États, soi-disant libres, ils ne s'entendent même pas entre eux. On voit comment ils se battent au niveau des vaccins. C'est trois actes qu'il rappelait tout à l'heure par rapport à l'Angleterre et l'Union européenne, par exemple, et le vaccin anglais, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Donc, on va leur faire payer les crimes qu'ils ont commis dans la diaspora et les crimes qu'ils commettent sur le continent africain et ceux qu'ils ont commis dans le passé. Et comme ils ne montrent pas ce visage de quelqu'un qui veut même arrêter, parce que je ne parle même pas de la repentance, je dis seulement faire signe d'arrêter, ils vont payer encore plus cher leur aveuglement. Donc dans le cas de la France, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, je me demande, pourquoi c'est pas l'Angleterre qui réunit le G5 Sahel? Après tout, c'est aussi un État européen. Parce que la France, le plan de bataille, le plan de guerre, hein, pas de bataille, le plan de guerre de Macron n'est pas clair. Et même de ceux qui l'ont précédé. Pourquoi? Aujourd'hui, il fait venir la Tchécoslovaquie, il fait venir l'Estonie, il fait venir pas mal de pays européens en appui à Barkhane. Bien sûr que certainement qu'il y a un problème de financement, mais pas seulement. On les implique pour faire croire que la cause européenne, c'est-à-dire qu'ils se battent contre, ils sont là pour protéger l'Europe contre les djihadistes. Mais alors, ils sont venus pour le Mali ou ils sont venus parce qu'ils s'opposent aux djihadistes? Si c'est pour les Maliens leur disent de partir. Donc, alors ils sont là pour les djihadistes, donc ils s'en foutent des Maliens. En même temps, on voit comment ils pillent le Mali. Et puis, il n'y a pas que le Mali, le Niger. Et puis, le Centrafrique.
Enfin, ils pillent partout. Donc, in fine, de quoi s'agit-il? In fine, il s'agit à M. Macron d'être courageux, comme nous le sommes. En tout cas, moi, je le dis, je suis prêt à exécuter ce que je dis. Il faut qu'il nous déclare la guerre en direct. C'est pas la peine de manipuler les Africains en soumant les corrompants. C'est-à-dire qu'il y a les... On fait réunir les Séléka et les anti-Balaka, on fait un groupe là pour se rebeller contre le président Touadéra, n'est-ce pas? Disons les forces légitimes, la FACA, le centrafricaine. Voilà. Au Mali, on fait la même chose. Voilà, les Touaregs. Pas tous les Touaregs, hein. Les Touaregs, c'est un raccourci. C'est une fraction Touareg. Hein? C'est juste une fraction qui venait de la Libye et qui ont créé le MNLA et avec la France qui manipule tous ces pions-là. Mais il y a eu des Touaregs qui se sont opposés. On est d'accord, il y a des Touaregs royalistes qui sont opposés. Absolument, il y en a. Ok, voilà. Il y a même un colonel Gamou, par exemple, c'est un Touareg. Voilà. Donc il ne faut pas dire les Touaregs, non, les Touaregs sont des Maliens. Comme il y a des Maliens, comme ce général là, actuellement, là, Dao, là, qui lui est prêt à collaborer avec Macron, mais il y a aussi des Touaregs qui ont collaboré avec la France. Comme il y a des Maliens qui veulent que la France dégage, et bien, comme il y a les Touaregs qui ne voulaient pas de cette machination à la française, ils sont Maliens, ils veulent rester Maliens. Donc il ne faut pas faire des raccourcis, c'est les leurs. Et donc peut-être qu'on peut faire ça de temps en temps, mais il faut aussi se rattraper et essayer d'être dans la rectitude. Donc je disais ceci, je disais que donc Macron, son plan de guerre n'est pas clair. Il fait croire il est là pour l'Europe. En même temps, il est là, soi-disant, parce qu'il est dans la continuité de Hollande, depuis Serval, on vient protéger le Mali, le pauvre Mali, qui leur demande de partir. Mais je disais ceci, c'est que si les choses continuent en l'état, ce qui va se passer, c'est une guerre directe entre les forces africaines et les forces militaires françaises sur place. Et moi, je souhaite cette guerre. Par exemple, dans le cas de la Centrafrique, moi, je souhaite cette guerre. Puisque, je la souhaite. Je souhaite une confrontation. Qu'ils arrêtent de se maquiller là. Que les forces françaises elles-mêmes viennent. Qu'ils arrêtent justement pour la reconquête de l'Afrique. Qu'ils viennent, oui, en direct. Ça, c'est le combat on les bat. Parce qu'une fois qu'on les bat, quelque part, c'est fini. Le continent africain est libéré, puisqu'on les a battus. C'est parce qu'ils nous ont vaincus militairement qu'ils occupent le terrain. On les bat. Je suis sûr que de cette façon, on les bat. S'il est courageux, combat direct. C'est pas la peine de passer par le Sahel. Mais malheureusement, on les réunit, combat. Et on verra aussi les Africains qui vont lutter avec la France. Combat direct. Regardez, dans le cas de la Centrafrique, parce que vous voyez que les situations, c'est les mêmes. Nous sommes tous des Africains, que ce soit le Mali Centrafrique. Nous avons le Cameroun, qui a une force militaire non négligeable maintenant. Qui est également visée. Qui est du côté, à travers la MINUSCA, dans ce cas-là c'est MINUSCA, avec le Burundi, le Rwanda, l'Angola. Bon, je corrige, apparemment le Gabon aussi dedans. Il y a un soldat gabonais qui est mort. Il y a quelques soldats gabonais quand même. Donc j'avais dit qu'il manquait le Gabon et la Centrafrique. Mais bon, le Gabon, donc toutes ces forces-là sont du côté des troupes. Ils luttent avec les Centrafricains, les FACA, n'est-ce pas? Qui eux-mêmes ont l'appui des Russes. Or, nous savons que les rebelles ont l'appui des Français. Donc ça veut dire que dans le camp dans lequel nous sommes, nous opposons à la France. Moi, je veux un combat direct. Merci. Entre l'armée française et les armées africaines. Monsieur, plus que 15 minutes pour sortir de cette édition de Feu Vert. Permettez-moi, j'ai un message du docteur Bekima depuis les États-Unis d'Amérique. Il dit: bonjour Steve, ce mini-sommet est une provocation de plus et peut-être de trop de la part de la très prétentieuse France. Il me semble qu'il y a un rapport direct entre la convocation de ce sommet et l'échange qu'il y a eu entre Florence Parly, ministre de la Défense, et le nouveau secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin. Madame Parly a parlé de la 1. Promotion de la démocratie en Afrique. 2. La lutte contre le terrorisme dans le Sahel. 3. La LCA. Et elle a demandé une plus étroite collaboration entre les deux armées. Voilà la participation, il faut le dire comme ça, de notre frère Dr Bekima depuis les États-Unis d'Amérique. Au téléphone, quand tu as sonné, hein. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, on vous écoute. Oui, allô, bonsoir, Didier. Bonsoir, on vous écoute. D'accord, merci beaucoup de me voir ici. C'est ma première fois de vous appeler. Vous êtes à l'antenne, on vous écoute. Votre réaction? Moi, j'appelle des cas Espagne. Je m'appelle Abdou. Oui. Pour
le programme d'Afrique, je vous dis, ce programme-là, c'est pas Macron. Des fois, on accuse des Blancs, mais prenez le temps de regarder la réaction de notre chef d'État africain. Ils agissent comme des enfants, comme des bébés qui viennent de naître. Ils fuient les responsabilités des fois. Est-ce qu'ils sont obligés d'aller dans cette rencontre-là? Moi, je dis que non. Paris prend des actes pour dire qu'ils vont interdire, fermer les frontières. Ben, nous aussi, on n'a qu'à prendre des actes, et aussi, en tant que des chefs d'État, qu'est-ce qu'ils attendent pour réagir? Quel est l'acte? Donc, Paris a beaucoup d'intérêt chez nous. S'ils ferment les frontières, nous aussi, on n'a qu'à fermer nos frontières. C'est très simple là. Moi, des fois, quand je regarde les chefs d'État africains, moi, je dis qu'ils sont positionnés. C'est comme quelquefois, la journée, ils sont avec le peuple, mais la nuit, ils sont avec Paris. Mais c'est que Paris dit, c'est ça qu'ils regardent. Moi, vraiment, c'est désolant. Quand je regarde ça jusqu'à aujourd'hui, c'est vraiment découragé des chefs d'État africains. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée à vous également. C'était une première fois que vous nous appeliez. C'est normal que nous vous laissions justement l'opportunité de parler et surtout d'intervenir. Albert Anatoly ici, plus que 10 minutes pour sortir de cette autre édition de Feu Vert. C'est la dernière du genre de ce mois de janvier qui est passé. Bon, pour beaucoup de personnes vont dire que c'est pas très vite passé. Beaucoup d'Africains aujourd'hui doutent de la loyauté d'Idriss Déby. Hein. On les a suivis, on les voit d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Même s'ils reconnaissent en lui un grand guerrier qui a été sur plusieurs fronts, que ce soit dans le G5 Sahel, dans Boko Haram, dans l'aide justement du Cameroun à combattre Boko Haram également et dans d'autres guerres. Mais pour eux aujourd'hui, il faudrait que Idriss Déby donne sa position aux Africains vis-à-vis de la RCA et vis-à-vis justement de la zone CEMAC. Oui, docteur Mbelek, je voudrais vous rassurer d'une chose. Monsieur Macron a déclaré la guerre aux Africains. Vous souvenez-vous de son interview du 20 novembre 2020, dans laquelle il déclare qu'il va procéder à un renouvellement générationnel. Permettez-moi, Albert, avant de revenir à vous, hein, donc gardez les mots en tête. Je reviens avec vous. Allô, bonsoir, bienvenue à vous. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, comment est-ce qu'on vous appelle? C'est Jimmy Stéphanie. Oui, on vous écoute. Voilà, merci. C'est la première fois que je participe par Voice, hein, parce que j'ai l'habitude de vous écouter tous les dimanches à Feu Vert. Je pense que concernant le thème du jour, franchement, je ne comprends pas. Les Africains, nous avons déjà une position vis-à-vis de l'Occident. Et je pense que depuis que vous intervenez dans vos multiples, émissions et tout, nos dirigeants africains comprennent. Parce que votre voix, ou alors votre émission, est tellement vue à l'échelle, internationale. Et pour vous dire la vérité, Macron ne dort pas. Macron ne dort pas. Parce que votre émission est tellement porteuse et elle est tellement réelle. Et tout ce que vous dénoncez dans l'émission parle de ce que les Africains vivent au quotidien. Et ça, on dit non et non. On ne veut plus de l'Occident chez nous. Qu'il reste chez eux. Voilà. On le parle de façon simple et très calme. Parce que s'ils veulent la guerre, ils auront la guerre. Mais là, nous sommes encore très souples parce que nous le sommes. Nous, Africains, nous ne sommes pas violents. Nous ne voulons pas la violence, mais qui ne nous pousse pas à bout. Parce que s'ils nous poussent à bout, alors là, ce qu'on a fait pour eux, la France, là, on va leur montrer à eux que c'est grâce à nous qu'ils sont libres. Voilà. Donc, je voulais vous faire comprendre ceci cet après-midi et vous dire que moi-même, en tant que femme, je suis debout. Parce que c'est de trop. Donc, voilà. Nous voulons en même temps sortir du franc CFA. Mais je peux vous rassurer que tant que nous consommons les produits occidentaux, ces gens continueront à se faire du beurre. Parce que là, nos produits sont en baisse. Comment dire? Nous n'avons même pas de produits sur nos supermarchés, dans nos marchés et tout. Mais dans leurs supermarchés à eux, qui
passent le temps à placer Carrefour et tout, partout dans les villes qu'on voit là, les grands supermarchés et tout. Leurs produits sont là et c'est ça que les gens consomment. Moi, particulièrement, comment dire, de publicité, moi, je ne suis jamais entrée dans ces endroits. Je vois ces endroits en passant et moi, je n'y entrerai jamais. Voilà. Et moi, déjà, l'Occident, j'ai que foutre. Voilà. Et j'aimerais aussi vous dire merci, franchement, Steven Goss, pour tout ce que vous faites. Et que Dieu, vraiment, vous fortifie davantage. Parce que ce que vous faites, c'est à l'échelle mondiale. Macron, là où il est là, vous donne les mains. À vous, Steven Goss, et à tout le panel constitué. Et ça, je peux vous le rassurer. Alors, je vous souhaite une agréable soirée dans la paix du Christ. Portez-vous très bien et bon début de semaine à tout le monde. Merci. Merci également à vous, Jimmy Stéphanie. Je rappelle que vous êtes une fidèle téléspectatrice de DBS Matin et sans oublier bien sûr Feu Vert. Vous êtes toujours avec nous. Messieurs, permettez-moi de prendre un dernier coup de fil. Allô, bon après-midi et bienvenue à vous. Oui, bon après-midi, messieurs. Je suis Tsutat Stéphane, je suis juriste et je suis à Berlin. À Berlin, on vous écoute. Voilà. Donc, je tiens de prime abord à saluer tout le panel, tous les panélistes, à saluer tous les auditeurs. Et je viens prendre langue avec vous en ce qui concerne, n'est-ce pas, le sujet d'aujourd'hui. Je tiens à rappeler que le débat est d'une portée à ne pas négliger. Pourquoi? Parce que je ne sais déjà qui est ce Macron à inviter, puisque en parlant de l'Afrique, il parle de l'Afrique comme s'il parlait d'un pays. L'Afrique n'est pas un pays, l'Afrique est un continent. Et je ne comprends pas ce pays qui essaie de se mettre sur table avec tout un continent et que ses chefs d'État répondent toujours présents. De prime abord, en allant sur l'autre plan, je dirais que s'ils s'engagent à fermer les frontières aux pays qui n'accepteront pas ces vaccins, alors les frontières africaines seront également fermées à l'État français. Je m'explique. Vous savez combien d'Africains se lèvent à 2 h du matin pour aller travailler? Combien d'Africains se lèvent à 3 h du matin pour aller nettoyer les toilettes, faire le ménage chez eux? Donc ça veut dire que si les Africains retournent chez eux et que les Français restent chez eux, alors ils n'auront pas de Français. Pourquoi? Parce qu'on en compte du bout du doigt. Alors, donc, ce que je tiens à rappeler ici, c'est que je suis pour tous ceux qui se lèvent contre cet État et je suis également pour la non-acceptance, n'est-ce pas, de la double nationalité. Merci déjà beaucoup et bon dimanche. Bon dimanche à vous également et à tous ceux-là de nos confrères et surtout africains qui nous regardent depuis Berlin, c'est en Allemagne. Albert Anatola ici en 5 minutes, c'est-à-dire que nous serons partis. Vous nous disiez d'ailleurs au docteur Jean-Paul Bellec que nous sommes déjà en guerre et que la France avait déjà déclaré la guerre à l'Afrique. Oui, Macron nous a déclaré la guerre. Il ne faut pas attendre que ce soit, ça devienne un peu plus visible, c'est visible. Lorsque un prétentieux parle aux Africains en leur disant que lui, Macron, va procéder à un renouvellement générationnel démocratique dans les pays africains, alors que lui, il est président d'un pays, d'un État souverain, je trouve cela condescendant, c'est une déclaration de guerre que moi je ne peux pas supporter. Donc, de ce point de vue, je crois que je peux évacuer cela. Maintenant, il faut quand même indiquer, je crois que c'est pour laquelle il a souligné dans le cadre de cette tribune, à savoir que lorsqu'ils organisent une guerre, ils vivent je pense, des conséquences de la guerre, oui. Notamment les chantiers de construction. Ce sont les multinationales françaises au sein desquelles, n'est-ce pas, l'État français a des prix de participation qui financent, c'est-à-dire soit qui reconstruisent, soit qui apportent, qui donnent les rations alimentaires aux militaires sur le terrain. Ça, c'est un gros business qu'il ne faut pas non plus négliger. Maintenant, pour revenir à votre question, je crois qu'il est important de préciser une chose, que nous avons 2 Idriss Déby. Nous avons Idriss Déby, premier Idriss Déby panafricaniste, qui très souvent, peut-être par stratégie militaire, peut-être par stratégie militaire, puisque les militaires, lorsque ça prend feu chez son voisin, chez ses voisins, ils préféraient les aider à éteindre ce feu pour que ça ne s'embrase pas chez lui. Peut-être c'était cette stratégie qui faisait en sorte que lorsque un État
voisin frontalier au Tchad et en feu et victime d'un incendie, il courait. Mais je voudrais quand même rappeler qu'à un moment donné, dans le cas justement du G5 Sahel, plus la thématique du jour, il est arrivé, n'est-ce pas, à Idriss Déby, qui était le commandant en chef de ses troupes, lorsqu'il allait en renfort pour justement combattre les djihadistes. Mais c'est Paris qui lui a demandé de faire marche arrière. Parce que c'est Paris qui crée les djihadistes. C'est Paris. Avec les autres, parce que en fait, c'est Paris que la face visible de l'iceberg. Paris, c'est le cheval de Troie. Les autres sont derrière. Parce que c'est lui, il est dans son précaré Paris. Donc, c'est Paris, justement, qui fabrique les djihadistes, qui arme les groupes armés. Parce qu'il est inconcevable que vous demandez, dans le cas, par exemple, de la Centrafrique, la Russie demande au Conseil de sécurité de donner une autonomie. D'abord de lever l'embargo des armes qui pèsent sur la Centrafrique. Paris s'y oppose. La Russie demande que la Centrafrique, que le gouvernement centrafricain ait une autonomie générale sur son territoire. Paris s'y oppose, mais plutôt propose que l'ONU, le Conseil de sécurité, renforce le dispositif inopérant qui est sur le terrain, en l'armant davantage et en renforçant les effectifs. Ça veut dire qu'il y a un problème qui se pose. D'un côté, vous avez un État, la Russie, qui veut l'autonomie entière et totale de la Centrafrique. Et de l'autre côté, vous avez quelqu'un d'autre qui parle des droits de l'homme, des libertés, de la non-ingérence, qui demande le renforcement, c'est-à-dire qui demande le maintien de la vassalisation, n'est-ce pas, d'un État souverain. Je crois que là, c'est énervant et c'est révoltant. De ce point de vue, il faut quand même chuter en disant quelque chose. C'est quoi? C'est que, je le dis et j'insiste là-dessus, le problème, ce sont les dirigeants que nous avons. Oui. C'est un gros problème là-dedans. Et je crois que de ce point de vue, il y a tout à l'heure un téléspectateur qui nous indiquait que il y a les grands stratèges français qui passent au scanner nos différentes analyses. Je crois que je le leur conseille, il faut qu'ils le fassent, c'est important. Parce que désormais, nous avons une jeunesse consciente. Très consciente même d'ailleurs, et révoltée. À quelques secondes, Albert. Oui, très révoltée. Et je pense que de ce point de vue, si ça va face à face, je crois que nous allons manger, n'est-ce pas, des dirigeants français. Patient Parfum-Dôme, en une minute pour sortir de cette édition de Feu Vert, je poserai justement la question. La France s'est plainte dernièrement que c'est plutôt la Russie qui se trouve justement du côté de la République centrafricaine qui est une force d'occupation. Elle, en ce moment-là, elle est quoi? Quand elle vient sur le sol africain et convoque justement 5 pays. J'ai commencé ma démonstration en présentant le jeu aujourd'hui sur le prisme d'un jeu d'échecs. Nous sommes dans un grand jeu d'échecs sur le continent africain actuellement. La réunion qui s'est passée d'Enewa à Luanda, prenez-la très au sérieux sur le plan de l'analyse de ce grand jeu d'échecs. N'oubliez pas qu'à l'heure actuelle où nous parlons, il y a les forces armées camerounaises qui sont en soutien dans la forêt de Sambisa auprès des forces armées nigérianes pour combattre Boko Haram. Ils ont déjà détruit plus de 7 camps d'entraînement de Boko Haram. Et la question qu'on se pose, quand on voit l'armement de Boko Haram, c'est de se dire comment Boko Haram... Je vous ai toujours posé cette question d'ailleurs. Pour avoir cette logistique. Ces armes viennent d'où? Qui les livre? Ça fait curieux. Au même moment où les forces armées camerounaises sont engagées auprès des forces armées nigérianes, dans la grande forêt de Sambisa, et l'autre question que je poserai aux stratèges militaires nigérians, c'est de savoir pourquoi chaque fois qu'ils réussissent à bouter hors de cette forêt Boko Haram, ils n'installent pas des camps militaires. Je n'ai jamais compris pourquoi le Nigeria le fait. Parce qu'on va finir par bouter hors de cette forêt les djihadistes de Boko Haram et on va laisser le terrain comme ça en jachère et les gars vont revenir. Donc premièrement, ce qui se passe au niveau de Sambisa actuellement avec les forces armées camerounaises, ce qui se passe actuellement en Centrafrique, ce qui s'est passé à Luanda, c'est ça la crainte, le souci de Paris, d'où la convocation de ces réunions du G5 Sahel. Maintenant, la question des moyens, ministre Sommet, comme vous dites. L'autre question que Mbelek a commencé à dire et que j'ai un peu élargi, c'est le statut de Paris, qui est en train de partir complètement en vrille, n'est-ce pas? Mais de manière décrescendo. Pourquoi? Parce qu'il y a un acteur majeur dont on n'a pas encore bien analysé la présence en Afrique, qui est la Russie, qui a un poids très important dans le fait que la France ait occupé le poste qu'il occupe aujourd'hui sur le plan international. Je vais faire simple. Le 27 août ici, et d'autres éditions qui ont suivi, on a démontré la participation de l'Afrique, n'est-ce pas, à la Seconde Guerre mondiale. Mais ce qu'on ne dit pas assez, c'est que De Gaulle aux affaires
Parce que Torres avait été condamné par le régime de Vichy. Il va, comment on dit ça, il va effacer les peines de Pétain. Il y a un mot là, comment vous dites Gracier. Amnistier Pétain. Amnistier. Torres. Oui. Torres, c'est Torres qui va prendre De Gaulle. Torres, le communiste. Le communiste. Torres, le communiste. Et il va l'amener chez Staline. Et il va lui dire, attention, la guerre est terminée. Dans les il y a une redéfinition du monde qui va se passer. Mais ni l'Allemagne qui a été vaincue, ni les États-Unis ne voulaient de Gaulle à la table des grands. C'est donc Staline qui va imposer, n'est-ce pas, le général qui était, il y avait une première réunion militaire, n'est-ce pas, ce général français-là, à cette réunion. Il va lui dire, je suis un parrain qu'on appelle le général Zhukov, on va revenir plus tard là-dessus. Merci, messieurs, c'est terminé pour ce matin. C'est très important pour que les Africains comprennent qu'il y a une nouvelle alliance entre l'Afrique, authentiquement dit des panafricains, oui, et la Russie, j'allais dire. Donc quand on parle de l'Union soviétique, on voit bien la Russie, et que cet attelage-là c'est le cauchemar de Paris. Parce que ce sont les deux qui connaissent la nudité de la France. Et qui sont capables aujourd'hui de dire à Paris, tais-toi, tu n'es rien d'autre qu'un petit nain, donc arrête cette distraction que tu es en train de faire sur le plan mondial. Je pense qu'on aura le temps plus tard de revenir sur cette question. C'est très important. Nous reviendrons demain, ne vous inquiétez pas. Cette big picture vous êtes justement mettre en place actuellement. Vous êtes justement invité pour demain matin, ne vous inquiétez surtout pas. Paul est là, vous avez le mot de fin cet après-midi. En une minute, une seule, parce que le temps est terminé. Je ferai moins d'une minute. La petite France qui a eu sa délivrance de l'occupation allemande en 1944 grâce aux Africains, cette même petite France qui a fait de Brazzaville en 1940 sa capitale de la France dite libre, cette petite France aujourd'hui est le premier ennemi des Africains. Et la France ne connaît que le langage de la déstabilisation et de la violence. Et la solution et la réponse idoine des Africains, ça doit être sur le plan sécuritaire. Que les Africains aient une armée aussi bien au niveau du Sahel qu'en Centrafrique, qu'en UEMOA, qu'en CEDEAO et partout, que les Africains commencent à sécuriser leur territoire par eux-mêmes, sans aucune ingérence étrangère, et le reste suivra. Merci beaucoup Paul d'avoir été là cet après-midi. Merci. Merci également à vous, docteur Jean-Paul Bellec, d'avoir été là cet après-midi. Merci de m'avoir reçu. Albert Anatola ici, 3A, merci également. Écoutez, je m'en voudrais de sortir cette émission sans le dire. Paris fera feu de tout bois pour déstabiliser le golfe de Guinée. Et je voudrais indiquer que je n'ai rien contre les religieux, je veux dire les chrétiens, méfiez-vous des secrets du confessionnat. Merci également à vous, patient parfait d'homme. Mais d'abord, mes salutations à Madame Marie-France. Oui. Elle sait de quel côté elle se trouve. J'espère qu'elle nous suit actuellement. Oui. Sans oublier mon ami Paul Bekima, l'ami de nous tous, depuis les États-Unis. Et tous ceux qui nous écoutent tous les jours et surtout tous les dimanches. Et je leur dis bon dimanche et je crois à demain. Merci également à toute l'équipe technique, au docteur Bekima depuis les États-Unis d'Amérique qui nous a écrit, n'a pas pu nous avoir, il voulait justement intervenir. Il y a également Noël Blay qui voulait également intervenir au cours de cet après-midi. Justement, lui qui est un panafricaniste dans l'âme. Ils sont également nombreux, nos amis panafricanistes rwandais qui sont du côté de Paris qui voulaient également participer à cette édition. Mais, comme à notre habitude, je voulais souvent le dire, eh bien, l'homme a fabriqué la machine, mais la machine a fini toujours par trahir l'homme. Merci messieurs d'avoir été là cet après-midi. Au plaisir de retrouver demain dans le cadre de DBS Matin entre 7h et 9h, parfois à 9h30. Bien, on va le dire comme ça. Mesdames, messieurs, n'oubliez surtout pas, la faiblesse de la force, c'est de ne croire qu'à la force. Bon après-midi à toutes et à tous, bon dimanche et à demain. S'il plaît à Dieu. Au revoir.